Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas. Alors aujourd'hui, on va vous parler des monstres géants au cinéma. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai hâte parce que c'est un sujet qu'on adore. Oui, c'est vrai. Depuis que je suis tout petit, on en parlera. Mais oui, c'est ça. Ouais. Ça me passionne depuis que je suis tout petit. Ouais. Alors, on va pas faire une liste exhaustive de tous les films de monstres géants. Hein, sinon, sinon il va falloir faire 15 podcasts de 15 heures. Et il y en a tellement que j'ai pas vu aussi. Donc ça ferait un boulot en dehors de ça énorme. Non, là, on va surtout parquer, bien sûr. On va surtout parler de pourquoi ça nous passionne déjà. Pourquoi on est attiré par les monstres géants au cinéma. Oui. Pour vous parler de ça, on a choisi 3 films. Donc, un qui est dans l'actualité. Donc, plus ou moins. Godzilla. Ouais. Alors, on dit Minus One ou Minus Moi, One ? je dis Minus parce que je sais que les gens ils veulent qu'on ait l'accent. Mais... Ouais. Enfin, le bon accent, je pense que c'est Minus. Ouais, Minus One. Bon, on s'en fout un peu. Après, mais bon. On s'en fout. Ouais. Donc, Godzilla Minus One pour faire un peu d'actu parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps. Enfin, alors, il est sorti, tu m'avais dit, il est sorti pendant 3 jours, après il est ressorti. Ouais, il est sorti en décembre, au début décembre, pendant 3 jours. Et après, ils l'ont sorti, je ne sais plus, c'était janvier, février. Donc ça commence à dater, mais bon. Et il y a un autre film dans l'actu que je verrai jamais, hein, malgré que j'ai dit que je regardais tous les films de géants, mais c'est le King Kong contre Godzilla 2. Ah oui, putain, j'avais complètement zappé. Là, c'est trop, là. Là, ça va trop loin dans la... Avec espèce de truc sur l'avant-bras, là. Là, il a un faux bras, c'est ça. Il s'est fait couper le bras dans l'autre, je crois, et là, il a une... On dirait les idées qu'on avait quand on prenait le bain avec les bonhommes. Oui, voilà, c'est ça. On faisait les combats, tu vois. Bref. Donc, on va vous parler donc de Godzilla Minus One, du King Kong de Peter Jackson et de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Ouais. Donc, on va vous parler de ces 3 films, mais on va digresser, on va parler d'autres trucs. Oui, voilà. Ça va pas être... Au final, il y en a quand même pas mal d'autres intéressants. Donc, on commence par Godzilla ? Ça marche. Alors, Godzilla Minus One, réalisé par Takeshi Yamazaki. Je savais pas. Tu vois, j'ai fait mes recherches avant d'arriver là, en 5 minutes sur Google. Qu'est-ce qui a réalisé ça ? J'ai pas retenu le nom du tout. Et pas Yamakasi, hein. Ah non, d'accord. Yamazaki. Dommage, ça aurait été marrant, des mecs qui sautent sur Godzilla. Des Godzilla qui sautent d'immeuble en immeuble. Bon, ceux qui auront moins de 30 ans, ils ne comprendront pas cette vanne sur les Yamakasi. Enfin bref. Dommage pour eux. Hein, Alors, Godzilla Minus One, donc c'est pas du tout la suite de Shin Godzilla qui est sorti quand ? Je crois qu'il est de 2018, je crois, mais vu qu'après c'est toujours long pour que ça sorte en France, etc. et tout, je sais plus exactement. Oui. 2018, non, je crois que je dis une connerie, ça me paraît loin 2018. Entre 2018 et 2022, allez. Oui, alors je commence tout de suite par dire, je suis un gros noob en Godzilla. J'en ai vu les Godzilla japonais, j'en ai vu qu'un, c'est celui-là. Moi, j'ai vu les 5 premiers des vieux Godzilla. Et en japonais, donc Shin Godzilla et celui-là. Oui, le Kitamura, Final War. Ouais. Godzilla Final War. Je crois qu'il y en a 38, un truc comme ça. Je crois, il y en a des tonnes. Bon, bref. Donc là, je serais un peu le noob de service, mais ça peut être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas du tout. C'est intéressant, justement, par rapport à Godzilla Minus One, qui lui revient aux sources de ce qu'est Godzilla. Ouais. Et justement, réapprend aux gens qui n'ont pas envie de regarder les anciens films, et peut-être le plus vieux de 1953. Oui. Qui ont peut-être la flemme de regarder un film aussi vieux. Oui, après, peut-être que les jeunes spectateurs, ils n'ont pas envie de se taper les vieux effets spéciaux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un renouvellement, comme a fait Peter Jackson avec King Kong. Exactement la même chose. On en parlera plus tard, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Ouais. Après, moi, je ne suis pas genre gardien du temple. Oui, mais il faut regarder les vieux et tout. Je comprends qu'un jeune qui regarde Godzilla et qui voit les trucs en papier mâché, il se sente pas avec ce qui sort aujourd'hui, qui soit en décalage, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis, ça peut être même un tremplin. Enfin, un tremplin. Une porte d'entrée, voilà, plutôt. Ouais. Tremplin, c'est autre chose. Et moi, ça m'a donné déjà envie de voir le Shin Godzilla avant, même si il paraît que ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de voir. Commencer par celui-là parce que tu n'as pas envie de voir l'ancien, mais finalement, celui-là va te donner peut-être envie de voir celui de 53 parce que ne serait-ce que pour le thème, et enfin il y a plein de trucs qui reviennent. La musique est géniale, quoi. Tu te dis putain, la musique elle a bientôt 70 ans, enfin je ne sais même plus compter, mais 80 ans, quoi. Mais elle fait toujours effet, quoi. Et voilà, juste ça, quoi. Tu te dis il faut revenir aux sources. Après moi personnellement, si on parle de Godzilla, ça part vite dans des délires, c'est-à-dire qu'il y a le premier de 1953 qui est le Godzilla de base. Le deuxième c'est le retour de Godzilla, donc c'est vraiment une suite. Dans ce style-là, mais à partir du 3, c'est déjà King Kong contre Godzilla, tu vois. Oui, ouais. Donc, et après, c'est Mothra, Ghidorah et je sais plus qui. Oui, ça part dans les délires. Ouais. Donc, après, moi, j'aime bien aussi les délires. Mais pour dire qu'on peut quand même faire comme des sagas dans la saga, quoi, tu vois.
Voilà, donc regardez Shin Godzilla qui est plus réaliste aussi, tu vois. Donc on revient sur le Minus One de Takashi Yamazaki. Mais je n'ai toujours pas retenu le nom. Oui, c'est celui qui a fait... Alors j'ai checké un peu vite fait tout ce qu'il a fait. Ce réalisateur, il avait fait Space Battleship en 2010. Ah d'accord. C'est lui. lui. Il paraît que attends, c'est le vaisseau là. Ouais, c'est ça. Ah mais il était bien celui-là. Ouais, il était sympa. Ah ouais, il était cool, ouais. Si, bon, d'accord, je savais pas si tu laisses de côté le côté patriotique, bon, ça on s'en fout. Oui, voilà. On l'a aussi dans les films américains. C'est ça. Voilà. Oui, non, ça. Mais c'était fun, c'était fun. Après, le reste, tout ce qu'il a fait, je ne connais pas. D'accord. Mais donc c'est lui qui a fait. Donc 15 millions de budget. Ouais, déjà ça. Et quand tu vois le résultat à l'écran, tu te dis. Ah, ça c'est dingue. Rien que ça. Voilà, on peut fou. pas juger un film sur son budget. Exactement, ouais. Mais là, c'est quand même à souligner. Là, c'est quand même violent. 15 millions, c'est le budget de Kaamelott, le film. Ah ouais, putain, c'est dingue. C'est pas pour critiquer Kaamelott. Non, c'est pas pour critiquer, c'est pour donner une idée. Pour donner une idée, voilà. Sur le budget de camping, le film camping français. Ouais, c'est le budget de camping. Ouais, c'est dingue. Mais voilà, ça revient là, c'est pareil, c'est une espèce de gifle qu'ils mettent aux Américains. Après, moi, il y a des Godzilla américains que j'aime bien, attention. Ouais. Mais c'est une gifle en disant, regardez, vous reprenez notre truc, vous le faites... mal. Enfin, moi, encore une fois, j'aime bien, mais quand tu fais des effets spéciaux, il faut quand même. Bon, Godzilla, tu te doutes que c'est un effet spécial. Je pense pas qu'ils ont pris un vrai Godzilla au fond de l'océan. Hein. Je pense pas qu'ils ont réussi à en choper un, tu vois. Pourquoi pas ? Mais peut-être. Mais faut y croire. Hein. Tu vois, les immeubles qui s'effondrent, il y a sûrement des effets spéciaux, mais c'est des effets spéciaux cachés, tu vois. Ouais. Les bateaux, peut-être des fois, ils sont en CGI, tu sais pas. Ouais. C'est caché. Maintenant, les Américains, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. C'est-à-dire que tu vois l'abondance du nouveau, là, Kong contre Godzilla. Les mecs, ils en ont rien à foutre de cacher leurs effets spéciaux, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah, c'est un effet spécial, c'est un CGI, tu vois. Et là, Godzilla, tu as que le Godzilla et son attaque, là, rayon laser, où tu te dis, bon, ça, d'accord. Mais le reste. Pour dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose en fait. Il n'y a pas besoin de décor de fou. Et il n'y a pas de gros morceaux de bravoure d'action de fou dans le film en plus. C'est ça, en fait, c'est. Comment dire ? Enfin, il y en a si tu veux, mais. Il y en a, mais c'est. Je sais pas, le point de vue et tout, c'est filmé toujours. Bah, bon, alors, ça, voilà, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux le pitcher ou tu veux que je le pitch ou comment ça se passe ? Toi, tu es fort pour pitcher. Non, pas du tout. Enfoiré. Je peux le pitcher si tu veux. Je te laisse pitcher. Donc, ça se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un kamikaze japonais. Je me souviens plus de son nom. Non, mais ils se ressemblent, hein, les noms japonais. Ouais, c'est compliqué. Bon, on va dire japonais numéro 1. C'est pas du tout raciste. Donc, le héros. Donc, il revient à sa base et en fait, c'était un kamikaze et il a pas voulu. Enfin, il a pas eu le courage. Ouais, c'est ça. Il fait croire qu'il a un problème sur son avion, je crois. Une panne sur son avion. Voilà, donc il fait croire qu'il y a un problème pour pas se suicider, donc de se faire sauter. Et il retourne donc chez lui, dans la maison familiale. Il découvre que tout a été cramé dans la ville. Ouais, après Hiroshima. Voilà, ils sont tous morts, quoi. Et Nagasaki. C'est ça. Et lui, donc, il culpabilise parce qu'il s'est pas sacrifié. Donc peut-être que s'il s'était sacrifié, bref, voilà. Grosse culpabilité. Et il rencontre une femme avec un gosse. Il va essayer de les aider, tout ça. Mais le problème, c'est que Godzilla, il a décidé de venir tout faire péter. C'est ça. Voilà, donc il se fait embrigader dans une team pour essayer de l'arrêter. Et je rentre pas trop dans les détails parce qu'on va parler du film. Est-ce que ça te va comme pitch ? Ah, nickel, ouais. Bon, nickel. Donc, tu disais, je t'ai coupé, excuse-moi, par rapport au point de vue de... Oui, bon, après ça, c'est ce qu'on va voir sur tous les films de monstres. C'est qu'est-ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est qu'il y a toujours un point de vue humain. Exactement. Ouais. Et là, bon... Quand c'est réussi, on va dire. Voilà, quand c'est réussi, oui. Mais c'est... Déjà, si tu pars pas là-dessus, déjà, c'est foireux, quoi, tu vois. C'est une règle d'or, j'ai envie de dire. Si t'as pas l'humain au centre de l'action, par exemple. Mais partout, quoi, au centre de l'action, que ce soit... Et c'est pour ça que... Non, je voulais enchaîner sur un truc, mais j'ai peur de trop en dire par rapport aux autres films, en fait. Ah, merde. Mais, après, est-ce qu'on spoil un peu ou pas du tout ? Ouais, c'est ça aussi. Je sais pas, je voulais parler un peu de la fin. Mais... Sur le King Kong de Jackson et Pacific Rim del Toro, bon, on peut spoiler. Ils sont vieux, les films. Voilà. Oui, je pense que King Kong, c'est mondialement connu. Oui, après King Kong, voilà. Même si tu l'as pas vu, je pense que tu connais le déroulement du film. Après, Godzilla, il n'y a pas grand-chose à spoiler, sauf peut-être un truc par rapport à sa famille, tout ça. Donc, on va essayer de pas trop spoiler. Toute la fin aussi, mais en gros... Godzilla, c'est donc le point de vue, enfin je disais du personnage principal, mais non, en fait c'est le point de vue de tout le Japon après la guerre. Donc ça représente un peu, c'est comme s'il y avait un espèce de, vu qu'on est au Japon, les tsunamis, ils connaissent. Donc c'est comme si tu avais un espèce de tsunami qui revenait d'après Nagasaki et Hiroshima. Donc c'est ce Godzilla qui est représenté par les attaques nucléaires.
Et en fait, t'as tout le Japon qui doit se reconstruire. En fait, le film, c'est ça. Ça te montre comment le Japon va se reconstruire après tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé monstrueux, c'est que même si j'avais jamais vu de Godzilla japonais, ça j'étais un peu au courant du fait que Godzilla c'était une métaphore de la bombe d'Hiroshima, tout ça, tu vois. Donc ça je savais, donc j'étais pas perdu pendant le film sur ça. Et comme tu disais, ce qui est génial, donc ça parle de la reconstruction du Japon. Et ce qui est cool, c'est que le héros, donc il va rencontrer une femme qu'il ne connaît pas, qui va lui confier un bébé parce qu'elle essaie d'échapper à la police, on ne sait pas ce qu'elle a fait, enfin bon, bref, on s'en fout. Donc il va prendre ce bébé, elle revient, elle dit merci de l'avoir sauvé, nanana, et ils vont se mettre ensemble, pas ensemble en couple, hein. Ils vont juste s'entraider en fait dans une maison. Et là, il va apprendre que la gamine, c'est pas sa fille. Oui. Cette femme-là, elle l'a trouvée, elle l'a aidée. Donc en fait, ces trois personnes, ils ont rien en commun. C'est ça. Ils ont tous perdu quelque chose. Voilà. Et en fait, le fait que c'est le Japon qui se reconstruit avec des bouts qui n'ont rien à voir. À droite, à gauche, qui récupère. Voilà, et ça, c'est l'idée. Tout le monde s'entraide. En fait, tout est cassé et tu reconstruis avec ce que tu as, tu vois. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé que rien que cette idée-là, c'est ça. Que faire évoluer les persos autour de ce fil rouge, j'ai trouvé ça. C'est énorme. Je vois pas d'autres trucs plus parfaits que ça en fait. Mais c'est hyper malin. Après, je sais pas je sais pas s'il avait déjà fait avant ce genre de truc. Alors moi, je saurais pas dire. Hein. Donc il y a ça, il y a le côté kamikaze parce que bon, il culpabilise, mais en plus, non seulement de pas être, de pas s'être sacrifié pour la nation, mais en plus de ça, tu as des dialogues avec la population qui engueule un peu les militaires en leur disant vous avez pas réussi, tu vois. Ils les font culpabiliser aussi là-dessus. Genre vous avez été nuls en gros. Moi, un autre truc que je trouve génial, c'est que c'est presque... Alors, il y a beaucoup de scènes sur l'eau. Ouais. Et en fait, c'est presque un film de pêche, tu vois. Godzilla, on va pêcher Godzilla, quoi. En gros, c'est ça. Et la pêche, c'est, on va dire, c'est une des activités économiques du Japon les plus importantes. Donc, juste ça aussi, voilà, ça rejoint... c'est encore un truc propre au Japon, entre guillemets. Bon, c'est pas que qui pêche, mais c'est quand même très important, cette idée. Et les pêcheurs vont s'allier avec des militaires. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est formidable. Je n'ai pas d'autre mot, c'est énorme. Quoi. Comme tu disais, donc la pêche, donc, ce qui est le symbole du Japon, ça, il n'y a pas de souci. Mais le kamikaze aussi, ça traduit le sacrifice aussi. Le sacrifice au Japon, c'est un truc sacré aussi. Tu vois. Sacré, ouais. Et ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir le héros, en fait, le fait qu'il n'ait pas accédé à ce sacrifice, en fait, qu'il n'ait pas réussi à se sacrifier, et le fait qu'ils mettent ce personnage-là en avant, c'est pour ça tout à l'heure je disais c'est bizarre que dans Space Battleship, le réalisateur il faisait des trucs hyper... Là, pas du tout. Là, pas du tout. Et à un moment donné, tu as les militaires, presque, ils s'excusent. Je sais pas, il y a une scène où ils sont réunis avec les pêcheurs et il dit voilà, cette guerre, elle a demandé énormément de sacrifices. Elle nous a demandé de prendre des vies pour gagner, tu vois. Et là, je veux plus qu'on prenne des vies pour gagner, tu vois. Donc, je veux que personne meure. En fait, il va comprendre qu'au final, ce qu'il voulait faire à la base... c'est il a fait le bon choix en fait. C'est ça. Il culpabilise d'avoir choisi de vivre en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne à mort sur le spectateur. Parce que toi, pendant tout le film, tu te dis, mais faut pas que tu culpabilises. Oui, il faut pas parce que c'est toi. Maintenant, c'est à toi de reconstruire le pays et tout. Et si t'étais mort, il y aurait pas eu tout ça. C'est exactement ça. Et ça t'implique à mort. Et c'est bien dosé parce qu'à aucun moment tu te dis, il est lourd lui. C'est bon. Il est con ou quoi. Non, clairement. Oui. Et tu comprends parce que pourquoi... tu te mets vraiment à sa place, quoi. Enfin... C'est ça. Et tu comprends pourquoi il veut pas voilà. Donc je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment un couple, parce qu'il veut pas en fait. Il pense qu'il a pas droit d'accéder à ça. Non, il a pas le droit à une deuxième chance en fait. C'est ça. Il se punit, tu vois. C'est ça. Et en fait, si tu fais pas le deuil, en fait, en gros, ce que j'ai compris, c'est que si tu fais pas le deuil de ça, tu peux pas te reconstruire. Tu peux pas reconstruire le pays. Si tu fais pas le deuil de ça. Et en gros, le film, il y a quand même une charge assez violente sur les sacrifices des kamikazes, tout ça. Voilà. Et il justifie pas le truc en disant les soldats. Il y a un petit taquet au gouvernement de l'époque c'est un film, film de monstre, film de reconstruction du pays et film sur le soldat en lui-même, quoi. C'est-à-dire que le mec, il revient pas indemne, qu'il soit allé crever là-bas ou qu'il soit revenu vivant. En fait, il revient pas indemne de la guerre. Quoi. Enfin, c'est ce qu'il y a dans tous les films de militaires. Hein. Donc, avoir mélangé tout ça dans ce film, et j'ai envie de dire, parce qu'après on va parler d'autres films que j'adore aussi, hein, mais c'est un des rares films de monstres, là j'ai fait une petite liste où il y a vraiment un propos, quoi, tu vois. Ou alors peut-être dans l'ancien King Kong, je me rappelle plus, de 1933, s'il y a un propos colonialiste, un truc comme ça. Mais après, sans manquer de respect à Peter Jackson, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il veut juste faire son film de gosse qui rêvait, tu vois, et envoyer le pâté. Et tu vois, et je retrouve pas ce truc là où tout est cohérent.
Encore une fois, ça me dérange pas que Pacific Rim, il y a moins de trucs comme ça et tout, hein. Mais c'est vraiment dans ce film où je me dis, putain, mais il y a tout qui... Enfin, le film ne sert pas juste à foutre le spectacle, en fait, ça raconte vraiment un propos, une histoire par rapport à une guerre ou par rapport à un événement qui a eu lieu, ou un truc social ou un truc politique, j'en sais rien, mais c'est le seul film où on dit la forme et le fond qui se rejoignent. Là, c'est vraiment enfin, pas le seul film, mais c'est un des rares films où ça marche. Après, il y a d'autres films qui ont essayé, mais on en parlera encore après. Non, oui, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et le petit truc que j'aime bien aussi, c'est que la première apparition de Godzilla, c'est quand il est encore... il est encore petit, tu vois. Ouais, pas parce que c'est un bébé, parce qu'il n'a pas encore pris plein d'énergie, de radiation, je sais pas. Enfin, bref. Et en fait, il apparaît dès le moment où le kamikaze il revient et qu'il n'y a pas... C'est le début de sa culpabilité, en fait. Ouais, et elle va faire que grossir pendant le film, et Godzilla va faire que grossir pendant le film. C'est ça. Et ça aussi, c'est un parallèle. C'est tout con, hein. Ouais, c'est presque. Ils sont liés tous les deux, en fait. C'est ça, ouais. C'est tout con, et c'est pas un truc hyper original, mais encore une fois, c'est bien foutu. Et mais dans un film de monstre comme ça, c'est tellement parfait, en fait. C'est ça, ça sert pas à rien, quoi. Il y a aucun moment du film où tu t'es dit, bon là, il a juste fait un truc à part, juste pour faire une scène comme ça de fun. Non, il y a tout le film, tous les personnages et tout le final aussi. Bon, après, je peux pas raconter, mais il y a des scènes, des scènes où j'avais les yeux humides, quoi, tu vois. Ah oui, c'est émouvant. Ah, bien sûr. Ah oui, mais c'est d'ailleurs, c'est les yeux humides pour des bons trucs positifs, quoi, tu vois. C'est pas un truc triste et tu vas pleurer. Ouais. Tu vois, c'est des trucs. De toute façon, ça aurait été finir sur un truc triste, ça aurait été complètement fin. C'était pas logique avec ce que raconte le film. Hors sujet, hors sujet total. Hors sujet, bien sûr. J'avais vu une critique négative qui reprochait au film de pas montrer beaucoup de Godzilla et de destruction, tout ça, tu vois. Ouais. Et mais bon, alors, c'est vrai. Tu peux pas. C'est vrai que c'est pas un déluge d'action, un déluge de Godzilla, tu vois. Mais c'est pas comme le Gareth Edwards, c'est la version de Gareth Edwards qui est sortie en 2014, où justement lui, il avait foiré ce truc-là, je trouve, parce que il voulait faire un truc un peu à la Spielberg, cacher Godzilla, le montrer qu'à la fin. Le problème, c'est que tu le vois pas pendant 1h45, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était le dosage. Moi, je trouvais qu'il était pas. Ce que je voulais dire aussi sur. On parlait on voit pas Godzilla détruire les trucs, tout ça, et justement tu as bien enchaîné avec les films américains. C'est que dans les films américains, il est gentil, Godzilla. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bon, j'ai vu Shin Godzilla, mais bon, il est spécial, donc je vais pas le mettre dans le lot. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Godzilla, mais un gros bâtard, quoi. J'ai envie qu'il crève, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, il est vraiment acharné dans celui-là, tu vois. Il veut aller à Tokyo, carnage, quoi. Ça fait longtemps que je me suis pas attaché à Godzilla en mode oh merde, le pauvre, il se prend des missiles. Non, là tu as envie qu'il crève direct. C'est vrai. Et je trouve que là, ça c'est bien fait, ça revient vraiment aux origines. Enfin, il n'y a pas une once de. En fait, moi je trouve que ça va bien parce que c'est la nature, en fait. Ouais. Du coup, la nature, elle va pas t'expliquer pourquoi elle est méchante, pourquoi quand il y a une tsunami, il y a pas de, tu vois. Ouais. Du coup, c'est vrai que je préfère quand tu vois un Godzilla comme ça que quand faut que le spectateur il aime bien quand même, alors on va lui donner une motivation, faut qu'il tue le méchant pour protéger la Terre, tu vois. Non, là il y a pas de conscience. Godzilla, il veut juste aller à Tokyo. Là, c'est une saloperie. Voilà. Comme tu disais comme tout à l'heure, comme un raz-de-marée, c'est ça. Oui, c'est une catastrophe naturelle. Ça, ouais. Exactement ça. Et après, la réalisation est très bien. Il y a rien à dire. Oui. Hein. Enfin, moi j'aime bien les plans, souvent des plans séquences. Ouais, franchement, j'ai pas grand chose. Je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas grand chose à dire sur la forme. À part qu'il y a des plans qui claquent vraiment. Ouais, voilà. Moi j'aime bien les plans quand il est dans l'avion et que c'est ça. Tu le vois. J'ai juste trouvé la première scène de son apparition un peu en deçà des autres. Ouais. C'est classique, quoi. Voilà. Après j'aime bien moi parce que la caméra elle est vraiment à ras du sol. Oui. Elle tourne autour de la patte de Godzilla, tu vois, des trucs comme ça. Ça j'aime beaucoup. C'est des trucs. Tout con, hein, déjà vu 1000 fois. Mais pour ce qui est du point de vue par rapport à l'échelle et tout, on en parlera plus tard, mais pour moi, c'est Pacific Rim qui enterre tout ce que j'ai vu. On va en parler, mais oui, Pacific Rim, c'est du costaud là-dessus. Ouais. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les Godzilla, que ce soit par rapport à celui-là ou aux autres ? Aux autres, on va passer. Alors, comme on disait, par rapport à la justification de Godzilla et à ce qu'il représente dans la culture japonaise, dans la culture et par rapport à ce qui s'est passé là, par rapport à Hiroshima, tout ça. D'accord. Il y en a un autre qui essaye de faire ça. C'est pas le Gareth Edwards, c'est celui de Dougherty. Mike Dougherty, c'est Godzilla roi des monstres. Mais voilà, c'est l'idée de départ en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'au départ, c'est des espèces d'éco-terroristes qui veulent réveiller tous les monstres sous terre, tu vois. Par contre, j'ai plus les noms. Je crois que c'est Ghidorah, l'espèce de dragon à 3 têtes.
Après, une araignée géante. Enfin, moi, j'ai pas les noms, par contre. Et donc, en fait, ces mecs-là, ils en ont marre que la Terre soit détruite par leurs confrères, quoi, humains. Donc, ils vont réveiller tous les monstres. Sauf qu'il y a Godzilla qui va buter, enfin, qui va se battre, quoi. Je sais plus pour quelle putain de raison. Il va quand même buter ses congénères qui sont censés protéger la Terre, tu vois. Après, c'est le principe des monstres. Après, moi, c'est débile ce que je vais dire. Et il y a sûrement des gens qui l'ont dit avant moi, parce que je te disais, moi, je suis un peu un noob en Godzilla, mais je trouve un peu bizarre que. Bon, après, franchement, c'est très très con ce que je vais dire. Mais c'est comme c'est un ressenti, je vais le dire quand même, tu vois. Parce que je sais que c'est le genre de truc qui peut m'énerver si je suis pas d'accord, tu vois. Ouais, d'accord. Mais le fait que les Américains fassent Godzilla, c'est quand même culotté, tu vois ce que je veux dire. Ils s'approprient Godzilla. Oui, c'est sûr. C'est quand même eux qui leur ont balancé la bombe. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'ils peuvent mal le prendre, les Japonais. Ouais. Je sais pas s'il y a des histoires sur ça, je suis pas au courant. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je sais qu'ils mettent quand même un mec, c'est Ken Watanabe, qui est un perso dans le Gareth Edwards. Tu sais, pour faire genre, genre japonais. C'est bon, on a mis un japonais. Ouais, voilà. Ils ont dû appeler Quentin Tarantino. Tu connais un acteur japonais, toi? Ah, c'est ça. Donc, non, par rapport à ça, ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire. Je pense pas qu'il y ait des. Comment dire? Je pense que Gareth Edwards, je pense qu'il est plutôt. Mais je vise sincère pas là-dessus. Je vise pas le réalisateur en général. Non, mais j'essaye de réfléchir par rapport au film. Je pense pas qu'il soit en mode. À vouloir se le réapproprier comme ça, mais. C'est vrai qu'après, ça part dans des délires. Je parle pas de réappropriation culturelle. C'est pas ça que je veux dire. Mais si tu te mets d'un point de vue japonais, non, c'est vrai que Godzilla, c'est quand même un truc ancré chez eux et ça a été créé par le traumatisme d'Hiroshima et tout. C'est les Américains qui ont balancé la bombe Hiroshima. Non, c'est clair. Et là, d'un coup, les Américains font des. Enfin, je sais que c'est con à dire. Non, c'est pas con parce que en fait, dans les conflits, tous les conflits qu'on a connus, bon, tu as les conflits militaires, mais tu as les conflits, je crois qu'on appelle, le soft power, on appelle ça. Donc c'est tout ce qui est culturel ou tout ce qui touche. Par exemple, la technologie, on connaît bien entre les Russes et les Américains, c'est qui va monter sur la ligne le premier, des trucs comme ça. Et donc, si on base ça que sur la culture, là, j'ai l'impression que le dernier, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est regardez comment on fait un Godzilla, on est japonais. Ouais. On vous balance ça comme si c'était presque un conflit entre les, tu vois. Oui, je vois ce que entre tu veux le dire, cinéma, parce que non seulement ça critique peut-être tous les Godzilla qu'il y a eu et les Kong et toutes les conneries, mais tous les blockbusters de merde aussi, parce que ça englobe les Marvel, les DC Comics et chez les Fast and Furious. C'est fait avec classe en plus. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de punchline. Ah non, c'est fait. On le fait dans notre coin. Et après, vous prenez ou vous prenez pas. Voilà. Mais là, pour moi, c'est une espèce d'attaque. Mais oui, bien sûr, c'est pas méchant du tout, quoi. Mais de notre point de vue à nous, on peut dire ça. Regardez, nous, on sait faire Godzilla et c'est le Godzilla définitif comme l'est le Godzilla définitif de 1953. C'est-à-dire que demain, tu n'as jamais vu un Godzilla, tu vois celui-là, tu sais ce que c'est un Godzilla. En fait, je m'étais jamais lancé dans les Godzilla parce que c'est pas un truc que je regardais quand j'étais petit, Godzilla. Ouais. J'étais un peu team King Kong. Je regardais beaucoup King Kong. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, tout ça, quand j'ai vu qu'il y en avait une trentaine, j'ai fait. Ouais, c'est très. Ça m'a découragé, je me suis pas lancé. Faut vraiment rendre ça maintenant comme une série télé, en fait. Hein. Tu te lances les films, tu vois. Ouais. Comme si c'était des épisodes d'une saga, mais même si les épisodes n'ont rien à voir entre eux, tu vois, comme c'était une grande saga. Et c'est la Toho qui fait Godzilla, c'est ça je crois. Qui produit. Alors là, il me semble. Hein. Il me semble que c'est le symbole au début avec la vague, là, c'est ça? C'est la Toho. Il me semble, je l'ai pas noté, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il me semble que c'est la Toho. Et moi, je trouve que ça culottait quand même, parce que tu pourrais tomber dans la formule. Oui. Tu donnes aux gens ce qu'ils ont envie, tu vois. Oui. Et apparemment, donc Shin Godzilla, t'as un point de vue qui n'a absolument rien. Quand ils ont fait Minus One, c'est un truc qui n'a absolument rien à voir. Alors que Shin Godzilla, ça a bien marché. Enfin, je trouve ça courageux de. Ouais, c'est très. Enfin, on va dire Minus One, il revient à un cinéma de divertissement un peu plus grand public, alors que Shin Godzilla, même moi, j'ai eu du mal, quoi, parce qu'il est vraiment très spécial, quoi. Là, tu sais que le prochain va être différent aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, alors que celui-là, il cartonne même aux États-Unis. Hein, Minus One. Du coup, c'est vrai que oui, ils ont pas collé à l'autre, à Chine et tout. Ouais, c'est vrai que. À chaque fois, ils repartent sur un nouveau truc et ils ont toujours quelque chose à raconter. C'est ça. Après, je dis pas ça pour faire des guerres de chapelle à 2 balles, Hollywood contre le Japon. Moi, encore une fois, j'aime les versions américaines. Donc, mais c'est vraiment, ça prouve que tu peux faire des trucs différents, ça cartonne. Et c'est ça. Tu peux faire un film avec un point de vue sur les humains, sans tout désamorcer avec des blagues, sans faire de l'action toutes les 5 minutes parce que tu as peur que le spectateur se fasse chier.
Ouais, c'est tout, c'est un truc écrit, quoi. C'est un truc, c'est ça, et puis ils font confiance au fait qu'on aime Godzilla et que les gens ils vont aller le voir, peu importe. Après, il faut qu'il y ait la qualité derrière, hein. Et là, elle y est, en tout cas. Même Shin Godzilla, moi je suis pas trop fan, mais je comprends qu'on puisse trouver ça génial. Après, moi, là où je suis un peu, où je sens qu'il y a des gens, je vais critiquer là, les gens au lieu de critiquer le film. C'est des trucs que je déteste, mais je vais le faire. Mais... tu peux, de toute façon, détester les gens. Alors. Oui, c'est vrai. Bon, je voulais pas le dire, mais ouais, voilà. Non, il y a des trucs pour moi, dans Shin Godzilla, tu le mets dans le Gareth Edwards, par exemple. Les gens, ils vont vomir dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu as un exemple? Le rythme. Tu mets 40 minutes de scène de bureau dans le Gareth Edwards, les gens ils vont dire mais... Et là parce que c'est le mec qui a fait Evangelion, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Bon, après peut-être je vais le revoir, c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi il y a des trucs qui marchent. Je trouve qu'on excuse des trucs chez les Japonais parce que c'est leur culture, ça leur appartient. Et voilà, on a critiqué des choses dans le Gareth Edwards. Moi, j'aime pas le Gareth Edwards, mais on a critiqué ce qu'on disait tout à l'heure, que pendant un moment, il n'y a pas Godzilla, ou alors on le voit apparaître juste sur une télé. En fait, c'est pas ce que j'ai pas aimé dans ce Godzilla-là, de Gareth Edwards. Il est sorti en quelle année déjà? 2014. 2014. On l'a dit tout à l'heure, je pense. Ah oui, c'est vrai. Putain. Ouais, écoute, tu sais que j'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Alzheimer, ça commence tôt, là. Ouais, c'est vrai. C'est pas le fait qu'il soit pas là, c'est que quand il est pas là, on raconte un truc dont c'est ça. Le perso, le héros, il est pareil c'est un fantôme, le mec. Quand le film il commence, à la fin du film, il a pas changé. Enfin, c'est non, c'est une cata, hein. Il subit tout, il y a rien. C'est ça. Alors que en vrai, c'est ça, hein. En fait, il a pris le bon parti. Mais il a foiré parce qu'on se fait chier. Il n'y a pas de bon perso, je trouve. Parce que moi, j'ai revu Kong, la Skull Island, et à un moment, il n'y a pas Kong pendant bien 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Et je me suis dit, mais ça dérange pas, parce que Kong, il est là que quand il y a les humains, tu vois. Et là, ils vont pas te montrer Kong qui est comme dans le Kong contre Godzilla, qui prend une douche et qui se gratte le cul, tu vois. Oui. Tu vois. Non, il y est pas, parce que il n'y a pas besoin de là pendant que les humains font leur... Enfin, il n'a pas besoin d'être là pour aider les humains à ce moment-là. Voilà. Et en fait, le film, il passe trop bien, parce que moi, vraiment, là, j'étais surpris, parce que la première fois, je m'étais fait chier. Et là, j'ai vraiment adoré, quoi. J'ai eu envie de le revoir, limite, 2 fois d'affilée. Alors, c'est pas un grand film, attention, hein. C'est pas un grand scénario, tout ça, mais le film, déjà, il a cette patine à la fois de film un peu d'aventure à la Indiana Jones, à la fois de film de guerre à Vietnam. Attention, Indiana Jones, n'exagère pas. Ouais, mais moi, j'ai vu juste les tribus, je me suis dit, Indiana Jones, tu vois, je suis pas allé très loin, tu vois. On parlera un jour d'Indiana Jones. Et il avait ce côté film de monstre, un peu même côté Miyazaki, des fois, tu vois, quand il y a l'espèce de cerf bizarre et tout. Et il arrive à faire ça, et en fait, ce film, moi, je trouve que c'est limite vraiment un film de réalisateur. C'est-à-dire que des fois, je vois des scènes dans le film, ce qui se passe, les plans, les cadrages et tout, je me dis, mais le mec, en fait, c'est pas le scénario qu'il a... Enfin... Oui, il avait des images en tête. Ouais, c'est ça, il va y avoir une action, il dit, mais ça, cette action, je suis sûr que c'était même pas écrit, c'est juste lui, il s'est dit, tiens, je vais filmer ça. Donc on fait, je sais pas, à un moment il fait un travelling un peu à la 300 là, tu sais, de profil et tout, ou alors il te fait une vue subjective. Ouais, mais moi c'est ça que je reproche un peu au film, c'est-à-dire que visuellement c'est vrai qu'il y a des trucs chouettes, il y a des trucs vraiment cool et tout, je me rappelle de certains plans et tout, tu vois. Ouais. Mais quand le film a fini, j'ai pas trouvé ça nul, mais je l'ai oublié cash. Moi ça m'a fait ça la première fois. Après je vais pas te dire je déteste quand on dit non revois-le, non, si t'as pas aimé, autant je le revois reverrai. Moi en fait je l'ai revu parce que moi quand j'aime pas un film, si 2 ans après j'y repense en me disant tiens il faut que je revoie, c'est quasiment sûr que je vais aimer. Ouais, c'est quasiment sûr que la deuxième. Après si j'aime pas un film 2 ans après j'y pense plus et pour moi c'est toujours une merde dans ma tête, c'est quasiment sûr que si je le revois c'est nul. Et là je l'ai revu et en fait ce film ça me fait même penser à là je sors des références de fou, Sam Raimi quoi, c'est à dire que attends. Sam Raimi c'est qui? Sam Raimi c'est le mec qui a fait il a fait un western qui s'appelle Mort au vif et c'est un comic book en fait. Les plans, c'est des plans de comic book dans un western. Et là, le mec... Je déteste ce film. Ouais, je sais, mais on va pas en parler là, sinon on va perdre déjà des... Là, on était à 4 auditeurs, on va passer à 3. Ouais. Et là, il a fait un King Kong, mais c'est un comic book en fait. Tu vois, c'est que des plans de comic book. Et ça, j'ai adoré. En fait, c'est ça qui m'a mis une claque en revoyant le film, quoi. Mais après, voilà, c'est pas un grand scénario. Ça se trouve, demain, tu le revois, ou tu l'as jamais vu, tu veux le revoir, tu vas dire, c'est ça, bon. Non, c'est vraiment pour moi un film visuel. Ouais, mais tu vois, c'est un délire visuel. Quand tu fais un film de comic book, les comic books, c'est des cases.
Quand tu fais un film, il faut qu'il y ait des images entre les cases. Ouais, ben lui, il y arrive. Tu as vu cette phrase de critique? Non, mais lui, c'est pas Zack Snyder ou Robert Rodriguez. Lui, il fait vraiment un film. C'est du cinéma, mais c'est des plans comme il a fait Sam Raimi dans ses films. Quoi. Mais voilà, moi, je reproche au film que c'est des beaux plans. Ouais. Zack Snyder aussi, il fait plein de beaux plans. Mais non, c'est pas aussi beau que ça, parce que moi, Zack Snyder, je trouve ça kitsch, en fait. Tu vois, ça vieillit de suite. Oui. Ça reste quand même du vrai cinéma, tu vois. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est tourné en décor réel, par exemple. Tu vois. Enfin, il me semble, hein, oui. Enfin, je crois que je dis même une connerie en réfléchissant à ça, parce que ça se voit quand même c'est en décor réel. Je sais pas, là, je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Après, voilà, bien sûr. En fait, si tu veux, on va parler du Peter Jackson après. C'est une version light du Peter Jackson. Le film dure 2 heures. Voilà, si t'as pas envie de te taper 3 heures du Peter Jackson, un soir, tu te regardes celui-là, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et pareil. Et voilà, donc on va rebondir sur la mise en scène de ces films-là. Comme je disais que King Kong était absent parce qu'il a rien à faire là, à ce moment-là. Ça, c'est génial. Et tous les films doivent, on disait tout à l'heure, doivent partir sur ce créneau-là. Et c'est pour ça que je reviens sur le Gareth Edwards, on a critiqué le fait, bon, tu as dit que toi ça te gênait pas ça, mais ouais, on voit le combat dans une télé, on voit, le combat il coupe, mais est-ce qu'on a envie de voir un combat de monstres comme ça, tu vois, où l'humain n'est pas impliqué, juste des monstres qui se foutent sur la gueule, est-ce que c'est intéressant, tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas je pense qu'il a foiré ce qu'on disait, ce qu'il a mis à la place de ça, c'est foiré. C'est ça, ouais. Voilà. Mais par exemple dans le Kong Skull Island, je trouve justement que c'est pas foiré. Et dans le Peter Jackson non plus, parce qu'il y a plein de scènes où il n'y a pas King Kong aussi. Je crois que King Kong il a pas 2 heures de film. Oui, voilà. Donc voilà, juste ça, c'est que il a réussi à faire un récit à travers. Je l'ai pas revu, mais je l'ai vu une douzaine de fois ce film. Mais je crois que c'est 45 minutes à New York. Après, c'est 1 heure sur le bateau. Ouais. Donc, je crois que c'est 1h45 sans King Kong. Et même sur l'île, je crois qu'il n'est pas... Non, il n'y a pas de suite. Il y a Skull Island, il y a un quart d'heure sur la tribu. Pour ça, tu suis les humains. Et d'ailleurs, j'ai un exemple avec Peter Jackson. C'est la scène dans Le Hobbit, quand... je trouve que ça décrit vraiment bien ça. C'est je suis pas un geek donc je connais pas les termes, mais c'est des géants de pierre à un moment, c'est ça. Il y a une scène avec des géants de pierre. Et t'as les hobbits qui marchent dessus. Et les géants de pierre ils se fight. Si t'as pas les hobbits dessus, la scène, ce serait nul de voir juste des géants de pierre. Ouais. Là, la scène est géniale parce que t'as les hobbits dessus qui sont en train de s'accrocher. Comme tu disais au début, la question du point de vue, elle est fondamentale pour ce genre de film. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre, se mettre ça en tête que ah merde, on voit pas le combat, on s'en fout du combat et c'est nul de voir des bonhommes qui se... Enfin voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est nous on jouait dans notre baignoire avec des bonhommes, tu vois. Mais ça n'a aucun intérêt pour un spectateur s'il n'y a pas le point de vue. Tu sais que là, je fais une petite digression, mais tu sais que j'aime beaucoup les 3 premiers Transformers de Michael Bay. Bon, les films sont ce qu'ils sont. Hein. Ouais, même juste le 4 c'est le meilleur, mais c'est tout. Vas-y. Oui, d'accord, ok. Non, bon, je sais que... les films sont ce qu'ils sont. Je sais que c'est pas du Citizen Kane, hein, mais bon, bref, on s'en fout. J'aime beaucoup ces films et je trouve que la question du point de vue, on dit que Michael Bay c'est un gros bourrin et tout, c'est vrai. Mais dans ces films, si tu regardes bien la mise en scène, la question du point de vue, dans les scènes d'action, elle est là avec les êtres humains. Ouais. Il n'oublie jamais ses personnages. Les personnages sont ce qu'ils sont. C'est ça. Dans le 1 et le 2. Voilà. Dans le 3, je les trouve attachants. C'est vrai que dans le 1 et le 2... Le 3, mais le 3, il est nickel. Hein. Enfin, oui, le 3, il est bien. Mais il se pose quand même cette question. Je vais faire des plans de malade, mais j'oublie jamais l'être humain, le héros qui est là. Oui. Bon, bref, voilà. Moi, je me souviens qu'à l'époque, dans le 1, je m'étais dit, à un moment, tu as un combat entre 2 Transformers, et tu vois Shia LaBeouf, je sais pas si ça se prononce plus comme ça, et Megan Fox qui vont dans un coin... Même moi, j'ai dit, mais on s'en fout de les voir dans un coin. Non, montrez-moi les Transformers. En fait, non. C'est ce que tu dis, il faut toujours accrocher au perso. Parce que... Si les persos étaient cool, tu ne serais pas posé cette question. Voilà, c'est ça. Je trouve que là, ils sont un peu con-con dans le premier. Mais bon, bref. Bon, parenthèse fermée, désolé. Mais voilà, et je reviens sur Skull Island, pareil, le mec a réfléchi à ça tout le temps aussi. Par exemple, il y a un combat où il se bat contre un espèce de dinosaure, et il y a Brie Larson qui joue dedans. Et King Kong, il se bat, mais il tient Brie Larson dans la main, tu vois. Et là, tu es toujours en train de te dire, oh putain, mais qu'est-ce que... Enfin, comment elle va finir, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... Et voilà. Ça, c'est des petits détails, mais ça fait toute la scène, quoi. Tu peux faire le pont avec... on peut passer sur le King Kong de Peter Jackson, justement. Donc, King Kong de Peter Jackson. Donc, à la sortie des 3 Seigneurs des Anneaux, le mec, il s'est dit, je vais pas prendre des vacances, je vais faire King Kong, quoi. Ouais. C'est le boulot qu'il a fait sur Seigneur des Anneaux, mais en un film. C'est ça, exactement. Donc... c'était en 2016, sorti en 2005. Donc il faut savoir qu'il y a avant ça, là je parle que des adaptations du premier film, qui est sorti en 33, en 33. Il est sorti en 33. Il y en a eu un autre en 76, si je dis pas de conneries, par John Guillermin. Alors on dit Guillermin ou Guillermin? Moi je dis Guillermin.
John Guillermin. On est des Français. Enfin, je le dis pas parce que ce mec-là, je sais pas qui c'est. Mais... non, j'ai pas vu d'autres films de lui. D'ailleurs, il a pas fait La Tour Infernale, je crois, ce mec-là. Je crois, il me semble. Ouais. Mais bon. Et oui, pardon, il y a un 33, c'est Cooper et Schoedsack qui l'a fait. Alors, je sais pas si on prononce Schoedsack ou Scott-Sack ou je sais pas du tout. Je crois que c'est Schoedsack, ouais. En 76, il y a le Guillermin, qui est une catastrophe. Je l'ai vu quand j'étais petit, bon. J'aimais comme un enfant qui rate ça à la télé. C'est-à-dire que oui, alors je fais, avant d'attaquer, de rentrer dans la vidéo sur King Kong, moi en fait quand j'étais petit, il y avait 2 films que je regardais en boucle. C'était le King Kong de Guillermin, donc qui est pas un bon film, mais quand j'étais petit... Guillermin del Toro. Guillermin, ouais, c'est ça. Bon, je vais noter un point de montage pour couper ce que tu viens de dire. Oui, quand j'étais petit, je l'ai enchaîné parce que ça me fascinait King Kong en fait. Et quand tu es petit, tu captes pas que les espèces sous-entendues érotiques entre King Kong et Jessica Lange, c'est nul à chier, tu vois. Mais bon, quand tu es petit, tu vois King Kong et tu es content, tu vois. Donc j'étais passionné par King Kong. Et il y avait Jason les Argonautes. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un géant là-dedans, je vais te dire. Ouais, dans Jason les Argonautes, il y a un géant. C'est Talos. C'est la statue. La statue, ouais. Ah ouais, les géants. C'est vrai. Et c'était... ma passion pour les monstres géants, ça vient de là en fait. Ouais. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles de la scène quand Talos se réveille dans Jason les Argonautes. Avec le fameux regard sur le côté là, il tourne la tête. Il y a un truc en fait, un petit détail. Bon là, je suis désolé, les gens vont rien avoir à foutre, mais je le dis quand même. Si. En fait, quand j'étais petit, donc il y a une scène. Bon, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont vu ce film, mais en gros, c'est Jason les Argonautes, c'est Jason qui part chercher la toison d'or. Bon, ça vous connaissez, je pense que. L'histoire grecque, tout le monde la connaît. Voilà. Hein. Jason, les Argonautes, donc il part sur le bateau, l'Argonaute chercher la toison d'or. Et ils rencontrent Hercule, ils partent ensemble, et ils arrivent sur une île, et sur cette île, ils n'ont rien le droit de toucher. Ils ont juste le droit de prendre des vivres, mais ils n'ont rien le droit de voler. Ouais. Et ils arrivent dans une espèce de grande maison surplombée par un géant en bronze, et il y en a plein, il n'y a pas que lui, il y a plein de maisons, tu vois. Et ils voient un trésor, tu vois. Et pendant qu'ils commencent à toucher le trésor, dans le fond, tu entends un petit bruit qui grince. Mais tu ne prêtes pas attention. Ouais. Personne ne le relève, tu vois, tu t'en fous. Et il y a la porte qui claque, qui se ferme, la porte géante qui se ferme. Et quand ils sortent, le géant se réveille et il fait ce bruit-là. Et en fait, ils ont poussé le détail à mettre le bruit, mais en fond sonore, tu vois, avant. Mais le bruit, quand il est là, quand tu l'entends pour la première fois, si tu n'as jamais vu le film, tu ne dis pas « Oh, il y a un truc bizarre ». Il n'y a rien, il y a juste le bruit. Tu vois c'est génial. Et quand tu le sais, après que tu revois le film, tu fais « Ah là, il a bougé en fait ». Là, ils sont dans la merde, mais quand j'étais petit, ça me passionnait. Bien avant. Ouais. C'est des trucs, c'est une mise en scène qui marque. Et en fait, ils sont filmés en contre-plongée. Et ils regardent autour d'eux, il y a le géant en fond, et il y a le géant qui tourne la tête et qui le regarde. Voilà. Quand j'étais petit, et la musique qui arrive. Ça, c'est ma scène fondamentale. C'est grâce à cette scène que j'aime les monstres géants. Voilà. Moi, je ne l'avais pas vu quand j'étais. Moi, je l'ai enchaîné. Voilà. C'est cette scène-là qui m'a fait aimer les monstres géants. Bah, moi, je vais rebondir parce que j'ai envie de raconter ma vie aussi. Vas-y. Moi, là, en repensant, il y a 2 trucs que je me suis rappelé. Il y en a un, c'est pas dans un film, c'est dans un jeu. Je sais pas si tu te rappelles Mr. Nuts sur Super Nintendo. Mais je me avec rappelle le petit pas écureuil. Ouais, moi, ça m'a marqué. Ça, c'est un petit écureuil. C'est un jeu à la Mario, quoi. Tu sais, vu de profil. Oui, j'ai joué, je me rappelle. Voilà. Et un niveau, c'est sur les nuages. Donc, le sol, c'est les nuages, en fait. Et le boss, c'est un géant. Donc, tu as les nuages, le sol, ton perso, et d'un coup, tu as la tête du géant qui te sort là. Avec tu vois que la tête et les 2 mains. Ça, c'est les premiers contacts avec les géants. Flippant quoi et marquant à vie. Et l'autre là je pense que tu vas me rejoindre là-dessus aussi, c'est parce que c'est Ray Harryhausen aussi, c'est le Kraken dans le choc des titans. Oui, mais ça aussi je le vois dans beaucoup. Ouais, voilà. Mais c'était plus Calibos qui m'avait marqué. Ouais, Calibos en scorpion là, c'est celui qui se transforme en scorpion et la méduse aussi, mais en géant c'est vrai clairement, même s'il se fait défoncer en 2 temps 3 mouvements au final. D'ailleurs quand j'étais petit, je croyais que les Kraken quand dans les autres films, il est représenté en calamar, j'étais dégoûté. J'ai dit, c'est pas ça le Kraken. En fait, si, tu vois. Il a une tête. C'est pas comme ça le Kraken. Bon, il y a eu aussi, quand j'étais gamin aussi, j'allais souvent chez ma grand-mère et mon oncle qui vivait chez sa mère, donc ma grand-mère. À chaque fois que je venais, il me mettait Ghostbusters et à la fin, il y avait Beam and Dumb Marshmallow. Je l'avais noté parce que je me suis dit, il y a quand même une référence dans un film américain au kaiju. Enfin, maintenant, c'est un mot à la mode, mais avant, on n'employait pas du tout. Kaiju Wega. Et là, c'est vrai que le marshmallow, c'est un kaiju. Ouais, totalement. Vrai. Enfin, bref, voilà. Donc, moi, ça vient de là. Et donc, mon amour de King Kong vient du gamin. Et quand je l'ai revu plus tard, j'ai dit, putain, mais c'est vraiment pas bien en vrai. Ouais, c'est vraiment nul, tu vois. Et quand j'ai su osé le revoir que Peter Jackson faisait, donc on avait pris les claques du Seigneur des Anneaux. Alors, je veux pas faire mon cinéphile à 2 balles, parce qu'il y a plein de gens comme moi, donc je suis pas une exception. Mais en fait, j'avais découvert Peter Jackson avec Fantôme contre Fantôme. Ouais. J'avais eu la chance de le voir au cinéma. Ah, trop bien. Parce que de 94 à 99,
j'allais au cinéma tous les mercredis. D'accord. Donc j'allais voir, des fois quand il n'y avait rien, je revoyais un film que j'avais vu le mercredi avant. Ouais, il y avait un cinéma à côté de chez moi, ça coûtait 18 francs. Et toutes les semaines, j'allais au cinéma. Et il y avait écrit Fantôme dans le titre, et j'y suis allé. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai trouvé ça. Mais, enfin, voilà. Bon, déjà, on va pas parler de ça parce que c'est hors sujet, mais il est révolutionnaire ce film. Ouais, il est dingue. Au niveau des effets spéciaux. Que ce soit les idées visuelles ou des effets spéciaux. Par rapport au budget en plus, sûrement. Enfin, bon. C'est ça, ouais. De toute façon, bon, j'adore Peter Jackson. J'aime moins Sam Raimi, mais objectivement, c'est les deux qui ont amené les plus d'idées visuelles au cinéma. Il y a pas de. Voilà. Ouais. Donc Peter Jackson, et voilà. Donc il avait fait Seigneur des Anneaux. Je dis putain, mais en fait, ce réalisateur-là, c'est un truc de dingue. Du coup, après, j'ai regardé Créatures Célestes. J'ai trouvé ça énorme. Bad Test, bon. Je suis un peu moins fan. Ouais, mais c'est un premier film, quoi, tu le regardes. Et Branded, j'ai découvert Branded. Voilà. J'ai découvert Branded juste après le premier Seigneur des Anneaux. J'avais jamais vu. Pourtant, moi j'avais vu que pareil, mais sur Canal+, j'avais vu Fantôme contre Fantôme, et après le Seigneur des Anneaux. Donc quand j'ai su qu'il allait faire King Kong, j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pour moi mon film préféré de Peter Jackson. Ouais. Bon, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Et je pense que c'est le plus grand film d'aventure, même devant Indiana Jones et tout. Voilà. Alors, je suis conscient que c'est assez subjectif parce qu'il y a des scènes dans le film que je trouve... la scène des diplodocus là, qui tombent. Ouais. Pourquoi elle l'a mise cette scène-là, en fait, je trouve qu'elle a rien à voir... Bon, on n'a même pas présenté le film ni rien, mais bon, bref, on s'en fout. Ouais, c'est connu. C'est le bordel, hein, c'est bon. Ouais, non, mais c'est le principe du podcast. Mais... donc il y a un mec qui fait du kung-fu à un moment donné et tout, qui met un coup de poing. T'as des petites blagues un peu cartoon. Je trouve que ça, ouais. En fait, autant Sam Raimi il y arrive là-dessus, autant Peter Jackson, des fois, tu te dis... En fait, j'ai une explication sur ça, donc on va essayer de reprendre pour pas que ce soit trop le bordel. Mais après, qu'est-ce qui gêne, la scène en soi ou la façon? Parce que je sais qu'il y en a qui trouvaient ça ridicule. Je vais venir. On va juste, donc, King Kong, en 2005, 207 millions, c'était le film le plus cher à l'époque. Ah oui, déjà à l'époque. Ouais, 207 millions de budget, c'est... Et tu les vois à l'écran. Tu les vois putain, voilà. Tu les vois plus, tu les vois même le double. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Peter Jackson, ça faisait longtemps qu'il a envie de réaliser un King Kong. C'était, quand il était petit chez lui, il faisait les films, films en carton-pâte et tout. Là, il était passionné, c'est un de ses films préférés. Et tout. Et dans les années 90, il devait en faire un. Il avait commencé à l'écrire et tout pour l'Universal. Et bon, ça s'est pas fait. Parce que La Momie, parce que voilà, il y a eu plein de films qui sont sortis comme ça. Voilà. Et avant, je te coupe, ça intéressera les gens, il devait faire Freddy 6 avant ça. Oui, c'est vrai. Il devait faire un Freddy, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ça aurait été rigolo d'ailleurs. Ça aurait été curieux. Donc, attends, j'ai des conneries. Je sais pas si. Alors, je sais pas pourquoi exactement ça a été. Je sais pas si c'est à cause de La Momie ou. Non, je crois que c'est vrai qu'il y a eu un revival. Je crois que c'est Godzilla, de Roland Emmerich et un autre film qui ont fait qu'ils ont dit bon, mais c'est pas le moment de le sortir. Et il me semble que après, comme ils ont laissé tomber, ils ont pris quelques trucs pour le mettre dans La Momie du scénario. Ah, d'accord. Parce qu'à la base, ça devait pas se passer de nos jours. L'héroïne, ça devait être une chercheuse de bibliothèque. Enfin bon, ça n'avait rien à voir avec. Et la scène du diplodocus, enfin c'est des diplodocus ou pas? Je sais même pas. C'est les brachiosaures, je sais pas exactement. Elle était déjà dans ce script. Et je trouve qu'elle a plus rien à faire. Elle a plus rien à faire là. Je sais pas, il y en a qui l'adorent. Et le fait est que cette scène-là, bon, après, c'est mon ressenti, mais en plus, en termes d'effets visuels, je trouve que c'est le moins réussi. Ouais, je trouve que c'est terrible. Je trouve que c'est un peu mal vieilli. Quand ils courent les mecs derrière, enfin, tu vois les incrustations sont pas top. Ouais. Alors que quand tu regardes le reste du film aujourd'hui, bon, évidemment, c'est pas Avatar. Le film, il est vieux, tu vois. Mais ça ne sort pas du film. Pas du tout. Jamais. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà, il a choisi de refaire le film en gardant plein de scènes de l'original. D'accord. Voilà. Il y a la scène de fin, forcément. Ça, forcément, qui dure. Là aussi, c'est un film. C'est un film à lui-même, hein. Oui, bien sûr. Il a vraiment étiré. La scène avec le tronc d'arbre là. Alors, c'est quand King Kong il secoue le tronc d'arbre qui fait tomber les héros. J'ai oublié ça. Tu as oublié ça? Ouais, j'ai oublié. C'est pas possible. Après, ils arrivent en bas dans une espèce de puits où il y a les insectes. D'accord, il les fait tomber. Ça, c'était une scène qui devait être dans l'original, qui a été enlevée. Donc, je sais pas trop pourquoi. Et lui, il a dit, moi, je vais la mettre dans le film. Ouais. Donc, il a essayé de faire avec le plus grand respect possible le remake plus en fait. En rajoutant plein de trucs. Là, voilà. Plus, donc, l'histoire de King Kong, je pense que tout le monde la connaît, mais on va la pitcher vite fait. Hein.
C'est un réalisateur qui tombe sur une carte pour trouver un trésor. Je ne me rappelle même plus c'était quoi la carte. Enfin, il trouve une carte avec une île à découvrir. Voilà. Et il veut aller la filmer pour faire un film là-bas, pour avoir du fric, quoi, tout simplement. Donc il monte une petite équipe, il part, il trouve une actrice et en fait il arrive là-bas et ils se font défoncer par une tribu et la tribu elle donne un sacrifice la femme, l'actrice à King Kong. King Kong qui est le roi. Ils veulent aller sauver. Voilà. Donc c'est très largement résumé, mais je pense que tout le monde connaît King Kong. Oui, voilà. Le King Kong et Peter Jackson, ma porte d'entrée dans le film en fait, qui fait que j'accroche mais direct, c'est qu'il a vachement travaillé par rapport à l'original et celui de Guillermine, le rapport entre King Kong et Andaro. C'est Andaro qui s'appelle, c'est ça. C'est-à-dire que Andaro, il te présente tout le film au début, elle est dans un climat, donc c'est la Grande Dépression aux États-Unis pendant les années 30, donc elle est pauvre. Elle galère, elle est obligée de voler pour bouffer. Tu vois, c'est une actrice. C'est du vaudeville, je crois. C'est ça, non? C'est ça, un truc comme ça. Ouais. Donc le théâtre ferme. Elle galère un peu, tu vois. Donc elle se retrouve dans un milieu assez hostile parce qu'à l'époque, si tu n'avais pas de sous, il n'y avait pas d'aide. D'ailleurs, dans le film, c'est très bien dépeint. Ça, tu as des mecs en costard qui fouillent les poubelles et tout. Tu vois, ça, et en fait, il te présente tout New York là au début. Il te présente le contexte. Merci, putain, je trouve plus les mots. Il te présente le contexte pendant le générique d'intro en 5 minutes. Donc tu as une musique joyeuse avec devant des ouvriers qui galèrent devant. Exact. Tu as l'espèce de c'est une pièce de théâtre un peu pareil joyeuse. C'est vraiment trop bien foutu. Donc c'est une personne qui est donc en galère, qui est solitaire. Et King Kong, quand il te présente King Kong, c'est exactement ça en fait. Oui. Donc c'est 2 personnes qui sont solitaires, qui sont en galère. King Kong, c'est le dernier de son espèce. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'on voit pas d'autres femmes d'ailleurs dans le film. Ça, exactement. C'est intéressant. Ouais. Et en fait, le King Kong, bon, c'est pas dit dans le film que c'est le dernier de son espèce, mais tu le devines. Quand il monte sur la colline, il y a tous les crânes et tout de sa famille et tout. Voilà, c'est le dernier. Et en fait, le fait qu'ils se rencontrent, c'est quand tu vois les 2 personnages, c'est là que ça marche. Oui, tu vois, c'est 2 personnages, parce que, 2 personnages perdus qui vont s'apprivoiser, ils sont liés en fait. C'est ça. Et il y a une scène que j'aime bien aussi, c'est pour essayer de le calmer, en fait, à un moment donné, elle va danser. Anne, tu vois. Elle refait la même truc qu'elle faisait au début, je crois, la même danse. En fait, elle aime qu'on la regarde, en fait. C'est une actrice, elle aime. Tu vois. Et la première connexion entre eux, c'est quand justement, lui, il décide de plus la regarder pour regarder le coucher de soleil. Ah oui. Tu vois, et elle est dégoûtée, elle essaie de continuer pour qu'il le regarde, et lui, il la regarde plus. Il la remarque et tout. Ouais. Voilà. Et elle peut partir, là, si elle veut. Ouais. Tu vois, il est assis, elle peut s'échapper. Elle est sauve, quoi. Et elle décide de s'asseoir à côté de lui pour regarder le coucher de soleil. Oui, alors que le principe du film, c'est d'aller la sauver. Donc, c'est ça, ouais. Et du coup, elle reste. Bon, raconter comme ça, c'est con, mais quand tu vois le film, tu as les frissons. C'est énorme. Et ça renvoie à la fin aussi, quand elle lui apprend le mot magnifique, tu vois. Elle est en tapant sur le corps, magnifique. Voilà. Et elle regarde le soleil se coucher tous les deux. Enfin, bon, bref. Le film, c'est chef-d'œuvre absolu. Donc, ce que je disais, en fait, la part d'entrée, c'était ça. C'est-à-dire que quand tu. Bon, j'ai vu le film 12 fois. Mais à chaque fois que je revois, la prochaine fois que je le vois, pense à ça. Regarde comment elle est présentée, comment elle est dépeinte. En fait, c'est King Kong en version avant le. Enfin, c'est ça qui te la montre. C'est deux destins croisés. Il fallait qu'ils se croisent, tu vois. Et voilà. Il a réussi à évacuer tout sous-entendu sexuel ridicule dans le 76. Et il a aussi changé un truc, c'est-à-dire que dans l'original, je sais pas si tu l'as revu, l'original. Je l'ai vu qu'une fois en fait, mais après le Peter Jackson, l'original. Parce que de l'original, King Kong, il est méchant. Hein. Ouais. Enfin, tu sais, il est pas. Oui, il veut la. Bon, les gens, il essaie de rentrer dans la culture populaire et tout. Ils se sont dit, mais en fait, c'est. C'est comme Godzilla, ouais. Quand les mentalités ont commencé à évoluer, les gens se sont dit non, attends, c'est quand même nous qu'on est allé sur sa terre le capturer. Mais à l'époque, c'était un film d'horreur, c'était méchant, quand il bouffait des gens et tout. Oui, là, c'est ce qu'on parlait, côté colonialisme, où tu vas dans un autre pays, que tu récupères toutes les richesses du pays pour les ramener chez toi. Et là, donc, il en a fait un gentil, ni gentil ni méchant, c'est juste ouais, c'est ça, c'est comme un animal. Enfin, il n'a pas de conscience. Il a rien de malveillant, quoi. Non, pas du tout. Tu vois qu'il a préparé depuis des années, quoi. Oui, ça il a dû mélanger ça avec son côté ce qu'il a toujours fait, hein, quand tu regardes Bad Taste, c'est la même chose, mais c'est juste qu'il n'a pas de budget, mais le film est bourré jusqu'au max de péripéties et de la générosité, elle est ça. Et les effets spéciaux, ils sont utilisés pour ça, ils sont pas juste utilisés pour une question de budget ou tu vois, non, ils sont utilisés pour que le spectateur ait l'impression de vivre cette aventure. Après, je trouve qu'il a il n'a pas été oublié, mais on n'en parle pas beaucoup. Moi, je trouve. Mais même moi, tu vois, je ne l'ai plus revu. Hein. Alors, j'adore. Hein, mais ouais. Après, moi, il y a un truc. Alors, c'est con ce que je vais dire, mais
c'est tous les King Kong, c'est ça. Hein, mais j'ai juste un petit problème avec ce principe, c'est que tu arrives sur l'île, donc tu découvres. Ok, il y a un singe géant, comme ça, mais il y a aussi des putains de dinosaures, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, c'est sûr, si tu dis ça, enfin, si tu enlèves ça, il n'y a pas de film, tu vois. C'est con comme. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc de me dire, mais. Ok, mais les dinosaures, on s'en fout, sinon. C'est-à-dire, on s'en fout, comment ça? Bah, les mecs, ils arrivent, ils ont jamais vu de dinosaures leur vie. Enfin, ils sont pas censés exister non plus de la même façon que King Kong. Et on dirait que tout ça, bon, c'est un peu balayé et que la star, c'est King Kong. C'est parce que King Kong, il a choqué. Il mesure 150 000 mètres. Oui, d'accord, mais j'ai l'impression que King Kong, mais ça, c'est dans les 3 films. Hein. Enfin, c'est vraiment un petit truc que je trouve. Voilà, mais c'est amusant, mais ça me dérange pas du tout, quoi, tu vois. Genre, le réalisateur, lui, il s'en fout de la sauver, il veut juste faire des images. Quand il a fait les images des 3 premiers monstres, il aurait pu dire que c'est bon. Ouais, on rentre. Il y a un putain de diplôme avec ça, je suis millionnaire. Ouais, récupérons ce dinosaure, là, il y en a 26, c'est bon, tu peux en prendre. Hein. Non, mais voilà, c'est sûr. Mais voilà, après, en fait, le problème de ce film, c'est que c'est. Enfin, le problème, c'est un grand mot, parce que c'est ce qui fait sa qualité. C'est que... Bon, j'en ai marre d'utiliser ce truc de train fantôme ou d'attraction, mais bon, là, c'est quand même monstrueux de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que les scènes d'action, c'est sûr, faut se fader les scènes d'action parce qu'elles durent une plombe. Mais je sais pas, c'est tellement. C'est ce qu'on disait l'autre fois sur John Woo, quoi. C'est qu'il y a des trucs que tu peux trouver cucu ou c'est juste des scènes d'action qui durent 3 plombes, mais c'est tellement mais gros, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour faire plaisir tout le temps, quoi. Oui, mais ce qu'il arrive à faire, en fait, c'est que tu as un mélange de tons dans le film. Comme je te disais, la scène d'intro, ça te présente un truc ultra glauque sur une musique hyper joyeuse. Il arrive à te faire rire sur des trucs, voilà. Et tu alternes entre la comédie, les trucs horrifiques, le film d'aventure. C'est ça. Il y a tout dans le film, il y a tout. Je sais pas comment il fait pour rendre ça. Et puis à des moments, genre par exemple, quand le personnage de Jack Black, donc le réalisateur qui est censé partir filmer sur l'île, quand il essaie de gratter des sous pour pouvoir y aller, qu'il présente ses images devant les producteurs, que les producteurs ils sont là, ils veulent juste voir des nichons. Ce qui râle la loche. Tu vois, ils sont filmés avec des angles bizarres comme des pervers, comme il fait Peter Jackson avec ses angles un peu bizarres, un peu à la Sam Raimi, et Peter Jackson il faisait ça. Et Jean-Marie Poiret aussi. Mais... En fait, il s'adapte tout le temps. C'est-à-dire quand il va filmer de la comédie, il va filmer comme de la comédie. Quand il va filmer de l'aventure, quand c'est glauque, il fait comme c'est glauque. Et des fois, il va dans une scène qui est censée être cette scène est censée être comique. Là, avec Peter Jackson qui essaie de les embrouiller, qui sont. Avec Jack Black, mais il va te la filmer de manière glauque quand ils disent des répliques un peu. Je sais pas comment il fait pour rendre tout ça homogène dans un film aussi dense. C'est généreux là-dessus. Enfin, tu vois que le mec il sait tout gérer, comme tu dis, il pourrait très bien faire. Ça a été reproché. Par exemple, quand à la fin, par exemple, il y a ma scène préférée, une de mes scènes préférées du film, c'est quand. J'espère que les gens l'ont vu parce que là, c'est plus du spoil. Non, mais en plus, ça part dans tous les sens. On raconte des scènes. On part du principe que vous avez vu King Kong quand même. Oui, je pense. Si vous l'avez pas vu, allez le voir et venez nous réécouter après. Et il y a une scène, donc à la fin, quand il est dans le théâtre, qui s'échappe et qu'il est dans la rue et qu'il prend toutes les femmes dans les mains pour voir si c'est Anne Darrow, tu vois. Il y a des gens dans la rue, tout ça, qui courent. Là, et d'un coup, il y a plus personne dans la rue. Il y a Anne Darrow qui marche au milieu de la route, qui va pour le calmer. La musique, elle se calme. J'ai les frissons à rien en parler. Il la prend dans la main. Et là, pendant cette grosse scène d'action, tu as une espèce de bulle. Et ils sont tous les deux. Ils glissent sur la glace et tout. Ils rigolent et tout. Il n'y a plus personne autour. Et ça dure quoi? Peut-être 2-3 minutes avant qu'il y ait une bombe qui arrive à casser tout ça, tu vois. Mais ça, en plein milieu d'une scène d'action, tu fais une parenthèse comme ça. Ça n'existe plus. Non, et puis un cassage de rythme et tout. Enfin, c'est ça. Non, c'est vrai que ça n'existe plus. Il y en a plein qui disent que c'est cucu et tout. Sur ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Lovely Bones, le film qu'il a fait après, il y a plein de gens qui le trouvent cucu. Et quand je regarde le film, je comprends pourquoi. Moi, j'adore. Et King Kong, pareil. Parce qu'il se met toujours à fond dedans, en fait. C'est comme Del Toro. Tu peux trouver ça cucu. Je vais te dire, c'est pas faux, c'est possible. King Kong qui tombe le cul sur la glace, qui rigole avec la fille, ok. Mais avec tout ce qu'il t'a construit avant, leur relation, les personnages. Je dis putain, en plus, ce qui est génial, c'est qu'il a réussi à rendre le truc platonique, tu vois. À aucun moment tu te dis il y a un truc pervers. Ça n'arrive jamais. Non. C'est un truc pur, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'amour pur. Il veut juste la protéger, il veut être près d'elle en fait. Ouais, c'est ça. Il veut juste être près d'elle parce qu'elle lui a amené quelque chose, il se sent plus seul, tu vois. Et elle aussi, elle se sent plus seule. Bon, elle tombe amoureuse Adrien Brody. Attends, moi c'est Carl Denham, c'est ça? J'ai oublié complètement. Carl Denham, c'est un autre personnage. C'est pas Jack quelque chose? Oui. Jack. C'est. Ah merde, c'est pas grave. Donc Adrien Brody. Voilà. J'avais pas dit que je l'avais eu 12 fois juste avant.
Oui, donc elle tombe amoureuse de lui, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pas un triangle amoureux, justement. Non, après, même Jack Black alors ça, à l'époque, ça m'avait même un peu gêné que ces deux-là, ils servent plus à rien, quoi, dans la dernière partie. En fait, même si je trouve qu'ils ont un arc quand même, tu vois. Par exemple, Adrien Brody, qui est génial, c'est quand il arrive à rejoindre King Kong et la fille et qu'il veut aller l'aider avec tout ce qui s'est passé avant, tu veux pas. Ouais. T'as envie qu'elle reste avec King Kong. Ouais. Et quand il arrive à la sauver, t'es dégoûté, quoi. T'es triste pour King Kong. Là. C'est vrai. C'est absolument trop bien foutu, alors quoi. Que, le retournement ça du truc. Être le contraire. Enfin, c'est ça. Le but qu'ils ont. Et en plus, tu le film, détestes pas parce que lui, il sait pas. Non, lui, il sait pas. Il pense qu'elle est en danger, tu vois. Donc il va l'aider, tu vois. Bon, après, la scène qui déchire le cœur, c'est quand il l'endorme. Ah, ça, c'est. Il se sert Mais ça, j'ai du mal à regarder ce film pour ça, je crois. Ouais. C'est vrai. C'est dur. Hein. Moi, avec les animaux, j'ai vraiment du mal. Oui, non, je comprends. Mais c'est parce que c'est bien fait, justement. Ouais. Ah oui, justement, c'est que c'est bien foutu. Mais ouais, en fait, ce film, j'ai du mal toute la dernière partie, mais à cause de ça. Hein. Mais voilà, on parlait des persos. À la fois, je t'ai dit que ça me dérangeait, mais en fait, ce que j'aime bien dans le Peter Jackson et qu'ils ont fait aussi dans Skull Island, c'est que les persos, ils arrivent là et tu sais rien sur. Enfin, ouais, l'autre, tu sais que c'est un réalisateur, tu vois. Mais jamais ils parlent de leur passé ou là je suis divorcé, j'ai 2 gosses qui m'attendent. Jamais. Les persos ils sont là et tu les suis, tu vois. Ça j'adore. Maintenant ils font trop des trucs, surtout Emmerich qui fait ça. Hein. Lui c'est que ça. Tu sais, il parle, c'est toujours des persos divorcés qui doivent reconquérir leur femme dans le. Et là on s'en fout complètement les persos. Enfin, c'est des gens normaux que tu pourrais croiser. Et que... c'est-à-dire qu'ils ont quand même un arc dans le film. Ils évoluent. Voilà, ils ont un arc. Ils ont quelque chose. L'arc arrive dans l'action. C'est ça. C'est pas avant. Tu peux besoin. Oui, bien sûr. Mais ça, j'aime beaucoup. Le personnage de Jack Black, il est hyper complexe pour un personnage secondaire. Oui. De toute façon, Peter Jackson, bon, ça, je me base sur les trucs que j'ai vus dans les documentaires. Et Del Toro fait pareil. C'est que le mec se considère à la fois comme le monstre et comme. Oui. Enfin, c'est à la fois King Kong et le réalisateur, quoi. Et Del Toro, il fait toujours ça avec les monstres. Il est très proche des monstres et donc oui, c'est sûr qu'il est intéressant. Et puis tu commences le film avec lui, si je dis pas de conneries, ou c'est Andaro. Je crois que c'est lui en premier, non non, tu la vois. Driscoll. Jack Driscoll. Le nom de. C'est ça. D'Adrien Brody, pardon. Et tu n'as pas écouté ce que je disais depuis tout à l'heure. Si, j'ai tout écouté, t'inquiète. J'ai tout écouté. Donc Godzilla, alors, tu disais. Ouais. Oui, non, effectivement. Du coup, tu disais quoi ? Je disais, je crois que, c'est même le perso principal à la base, c'est Jack Black. Ouais. C'est ça. Oui. Quand tu commences le film, c'est comme tu penses que ça va être lui et Anne, les persos principaux. Oui, voilà. Après, tu as Jack Driscoll qui débarque. Pareil. Et non, mais en plus, ce personnage-là, il est génial parce que c'est une grosse enflure. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est traité comme un drogué. Il peut pas s'empêcher d'aller filmer. Ouais, c'est ça. Il peut pas s'empêcher. Il peut pas. Il va sacrifier des gens de son équipage et il va filmer. Et quand il filme, il a de la peine. Quand quelqu'un meurt, c'est pas. Il a l'émotion. Il a l'émotion. Il sait que c'est pas bien. Il a de l'émotion, mais il peut pas s'empêcher de filmer. Ouais. Et à la fin, d'ailleurs, j'adore toujours ce plan. C'est tu as un personnage aussi. Je crois que c'est l'assistant du réalisateur. Hein. C'est le fils de Tom Hanks. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Colin Hanks, c'est l'assistant de Jack Black dans le film du réalisateur. Et à la fin, quand ils arrivent à New York, il a sa grande soirée. À un moment donné, dans la foule, il passe et il le regarde. Et il y a un échange de regards. Et il y a un ralenti où ils se regardent. Et ils ont l'air sérieux tous les deux. Et là, tu as le thème de l'île de Skull Island. Tu vois, ça dure 1 ou 2 secondes. Et puis ça revient à la foule. D'accord. Comme si, ils ont vécu un truc. Il y a que qui quand ils se regardent, ils se retrouvent là. Tu sais que ça les a marqués à vie. Et voilà. Et cette scène-là, à chaque fois, je me dis, attends, alors cette scène, est-ce que tous les deux, ils se regardent pour se dire, tiens, on a vécu ça, c'est un truc de malade, on ne sera jamais connectés, ou est-ce que c'est l'assistant qui leur a d'un air méchant, lui disant, voilà, tout ça pour ça, ils sont tous morts pour que tu aies ta soirée, tu vois. Et donc, même un petit truc de culpabilité de voir ce. C'est ça, ouais. Donc tu sais pas en vrai. Cet animal, quoi, j'allais dire ce monstre. Mais et ça fonctionne. Les deux théories fonctionnent, tu vois. Et c'est les petits détails encore qui enrichissent le film. Exactement. Et les persos, justement. Après, bon, on va pas donner tous les détails. Il y a des plans. Il dure 3 heures. Plans, bon, après, niveau réalisation. C'est ça le truc, c'est que niveau réalisation. Et montage aussi. La scène avec les avions à la fin, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, c'est un truc. Mais de toute façon, Peter Jackson, il veut faire. C'est comme, je sais pas moi. Enfin, comme beaucoup de réalisateurs, mais bon, je pense à Michael Mann, mais. Michael Mann, quand il te fait une scène de fusillade, il veut que ce soit la meilleure scène de fusillade de tous les temps. Ouais. Quand il fait une scène qui se passe dans la boîte de nuit, il veut que ce soit la meilleure scène de boîte de nuit, que tu as l'impression d'être dedans. Et Peter Jackson, c'est pareil. Quand il te fait une scène avec des T-Rex, il veut que
Oui, je pense qu'il quitte pas le tournage tant que c'est pas le meilleur truc, combat avec des T-Rex ou des combats avec des insectes ou il veut faire le meilleur truc que personne n'a jamais vu. Après, ça se ressent et ça n'a pas vieilli, hein, franchement. Il y en a plein qui pleuraient pour les CGI à l'époque, mais bon. Ça a été construit en studio. New York, quand tu es dans la ville, tout est construit jusqu'au premier étage. Ah ouais, putain, c'est fou. T'es passé le premier étage, c'est du CGI, mais... ouais, mais ça se ressent pas. Hein. Non, pas du tout. Il faut constituer... La scène du tronc d'arbre, le tronc, il existait vraiment. Le truc, il y a la main, je crois. Il y a des trucs... Il y a pas... C'est pour ça qu'il est bon dans les effets spéciaux, c'est qu'il arrive à mixer les deux. Oui, je vais pas dire des conneries. Tu le vois des fois, les effets spéciaux, il n'y a pas de souci. Ça quand même, il y a des trucs un peu vieillis et tout, il n'y a pas de souci. Mais... Non, mais regarde, les Spider-Man de Sam Raimi, ils sont portés au nu. Moi, j'adore, hein, mais pareil, les effets spéciaux. Oui, tu les vois. Mais bon, voilà. Mais pour l'époque, c'était la claque. Ouais, c'est ça. Non, mais la mise en scène, si elle est bonne derrière, c'est moins gênant, quoi, tu vois. Le seul qui a réussi à faire un truc comme ça avec des chorégraphies de caméras de malade, sans jamais que ça serve le propos, tu vois, sans jamais que ce soit saoulant, c'est Spielberg avec Tintin. Tintin, tu as des trucs avec la caméra qui virevole partout. Ouais. Parce qu'il garde un bon point de vue sur l'action. Et jamais tu te dis, ouais, c'est bon, arrête de te branler. Non, parce que c'est magnifique, parce que ça te met le personnage dans un coin de l'image où quand ça coupe, il se retrouve dans un autre coin, ça fait une espèce de truc homogène. Enfin, je sais pas comment ils font, ce mec. En fait, lui, il t'implique dans l'action. Et je pensais à notre réal qui fait ça, mais non, j'allais dire un truc rien à voir, mais... Florent Emilio Siri, tu vois ce que je veux dire, quand il filme l'action, en fait, je sais pas, mais même pas que l'action, hein, tu vois plus la mise en scène en fait, et pourtant c'est super travaillé. Spielberg, tu dis ça, et c'est vrai que les plans séquences par exemple, tu te dis pas là c'est un plan séquence. Oui, c'est vrai. Tu auras l'action, c'est à fond dedans, ce qui se passe, tu vois vraiment ce qui est à l'intérieur de l'écran, pas le cadrage. Parce qu'il te capte en fait. C'est ça, alors que c'est quoi là, un plan séquence, le film, je suis nul à chier là. Avenger 1917, non, le film de guerre là. Par exemple, tu vois, en fait, tu es là, ils te disent bon, le film c'est un plan séquence. Ouais, tu es là, tu auras le plan séquence. Tu t'en fous quoi. Ce qui est à l'intérieur, tu en as rien à foutre. Tu sais pas pourquoi la caméra elle tourne autour des mecs. C'est comme les Fils de l'homme. Les Fils de l'homme, il y a plein de plans séquences. Ouais, mais s'il avait envie, il faisait un film en un plan séquence. Ouais. Mais ça n'avait aucun intérêt. Du coup, il l'a pas fait. C'est ça. Voilà. Donc. Non, mais les Fils de l'homme, t'as le point de vue. En fait, t'es presque un autre perso qui suit Clive Owen, toujours derrière lui en fait. Mais 1917, c'est débile parce que t'es pas le perso. Non. Tu vois, la caméra des fois elle te fait des travelling circulaires. Il y a pas des gens qui font ça en vrai, tu vois. Et là, je pensais à Tintin. Cette scène d'action, elle est géniale parce que tu es vraiment, tu es sur la voiture, mais autant tu captes même pas que c'est un plan séquence. Quoi. Ouais, non, c'est un truc de fou. Parce qu'il se passe 10 000 trucs à l'écran en fait. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur celui-là? Après, juste rajouter par rapport au fait ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il voulait faire un film. Enfin, peut-être pas lui qui voulait faire ça, mais qu'à la base, ça devait être un film qui se passait à notre époque. Et ça, le fait que ça se passe dans les années 30, en plus, c'est un hommage aussi au film. Bien sûr, non seulement au premier King Kong, mais tout ce qui a suivi, là, tu sais, les films des années 50, les films de monstres, de fin du monde, machin. Ça garde cette patte visuelle, quoi. Et ça, c'est cool. Ça aurait pas marché, ça se passait comme le Guillermin. D'ailleurs, le Guillermin, ça aurait été différent. C'est voilà. Mais en fait, le problème, c'est que si tu le places aujourd'hui, ça a plus trop d'intérêt de trouver une île déserte. On sait qu'on a tout trouvé. Ouais, c'est ça. Avec les satellites et tout, c'est vrai, oui. Ça marche pas. Exact. Voilà. Ouais. Donc là, l'excuse, je crois que c'était parce que l'île était sur une plaque tectonique qui est en train de tomber. Donc c'est pour ça qu'il commence à être immergé et tout. Enfin bon, bref, il y a une excuse comme ça, tu vois. Et c'est plus crédible que dans les années 30, il y a des îles comme ça perdues. Tu pouvais croire à des choses. Bon, on va passer à Pacific Rim, mine de rien, parce que ça fait 1h10 qu'on parle, 1h15 qu'on parle. Il va durer 2 heures, celui-là. On vous fait faire 2 épisodes. Toutes les merdes que t'as dites. Quel enfoiré. Il y en a des merdes. Hein. Donc, Pacific Rim de Guillermo del Toro, 2013. Alors, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre aussi. On adore. Bon, celui-là aussi, oublié ce film. Tu penses ? Moins quand même. Hein. Moins, je trouve. Oui, moins parce qu'il est plus récent. Oui, peut-être, mais je sais pas. Je trouve que. Tu marches dans la rue, tu dis vous connaissez King Kong et Peter Jackson, les gens font Pacific Rim. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il y a eu un espèce de regain d'intérêt quand il y a eu la suite et tout. Enfin, pas la suite qui a donné un regain d'intérêt, mais c'est un film qui a fait un petit bide. Hein, on s'en souvient que ça n'a pas rapporté ce qu'il fallait. Et puis finalement, ils ont fait une suite. Si je dis pas de conneries, je voudrais pas dire de conneries. Alors, 190 millions le budget. Ouais. Je crois qu'il a doublé. Et en général, quand tu doubles, tu rembourses en fait. D'accord. Si ça coûte 200, tu fais 400, tu perds pas d'argent, mais tu gagnes pas grand chose. Il a juste remboursé. Et après, il y a finalement une suite. Donc,
Je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt dans les vidéoclubs ou sur les plateformes. Oui, ils n'ont pas fait pour rien, ça c'est sûr. Mais voilà, et après, comme on est quand même dans une vague où il y a quand même constamment un King Kong, un Godzilla, un machin. Donc je trouve qu'il est quand même moins oublié. Je trouve que dans cette vague où on essaye de tout mélanger, de faire des univers partagés et tout, je suis sûr qu'il y a des mecs qui se sont dit si on faisait Pacific Rim contre Godzilla, tu vois. Donc 190 millions, le plus gros budget de Guillermo del Toro. Quand j'ai entendu Guillermo del Toro va écrire et réaliser un film sur des robots géants et des monstres géants, j'ai dit voilà, c'est comme quand on m'avait dit Rob Zombie va réaliser Halloween, tu vois. Oui, voilà. J'ai dit ça, c'est le film fantasme de fou. Ouais, c'est ça. Lui, il a la crédibilité du coup par rapport justement à Hellboy et ce côté un peu comic book déjà, Hellboy, Blade 2 et tout. C'était franchement, non seulement c'est un fantasme, mais il nous a pas déçus, quoi. Ah non, pas du tout. Pour remettre ça dans le contexte, dis-moi si je me trompe, mais c'était quand il est parti du Hobbit qu'il a fait Pacific Rim, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça. C'est ça, ouais. 2013, ouais. Ouais, il devait réaliser, pour ceux qui ne savent pas, il devait réaliser le premier ou les 2 premiers Hobbits, c'est ça? Je crois que ça devait être que 2 films qu'il réaliserait lui. Il devait réaliser Hobbit. Et problème de production, je ne connais pas les détails. Ouais, ça a fait traîner. Voilà. Et lui, il avait besoin de faire... Vous verrez que dans OZEF Podcast, on ne parle pas trop des coulisses, tout ça, parce que honnêtement, moi, ça me passionne pas. Moi, j'aime bien lire comme ça, mais souvent j'oublie. Voilà, c'est pas. Il y a d'autres podcasts qui le font super bien. Oui, voilà, exactement. Donc on va pas aller là-dedans, mais en gros, il y a eu des soucis et il est parti et il a fait donc Pacific Rim et il l'a fait très vite en fait. Hein. Ouais, écrit, réalisé. J'ai pas les dates en tête, mais ça s'est vite mis en chantier, pardon. Et donc quand c'est sorti, voilà, on était comme des dingues. Et donc en gros, Pacific Rim. Tu veux que je pitch ou tu pitches? Ouais, vas-y. Tu fais chier. C'est des gros robots contre des gros monstres qui sortent de. Alors, ils sortent pas de. Alors, en gros, c'est. Il y a une faille dans le Pacifique qui ramène des monstres. Donc, on ne sait pas trop d'où ils viennent, comment ils viennent, tout ça. Et les monstres, ils détruisent. La Terre. En fait, tu comprends qu'ils veulent venir sur Terre et nous défoncer. Et donc, pour pallier à ça, l'humain a créé des robots géants pour se battre contre eux. Ça n'a pas marché. Donc ça, c'est résumé dans le début du film. Hein. C'est pas l'histoire du film. Ça n'a pas marché. Du coup, ils se sont dit, on laisse tomber les robots. On va construire des murs géants. Ça n'a pas marché. Et là, du coup, on est avec des rebelles. Donc, non, c'est pas vraiment des rebelles. En fait, on va dire que c'est pas officiel ce qu'ils font. Donc c'est une vieille équipe venue du monde entier. Il y a des Russes, des Japonais, des Américains, et ils se mettent ensemble, ils reprennent des robots parce qu'ils pensent qu'avec les robots on peut les défoncer. Et ils se font financer ça, on verra plus tard, par le marché noir, tu vois, avec un personnage génial. Oui. Voilà. Donc personne, les chefs d'État ne croient pas trop en ça, ils les laissent faire un peu ce qu'ils veulent, mais bon, ils n'y croient pas trop. Et eux, ils tentent une mission de la dernière chance, c'est aller déposer une bombe dans la faille pour faire péter à la Michael Bay, tu vois. Tu l'as bien résumé. Alors, ce qui est déjà le premier truc qui frappe, pour moi, Pacific Rim, c'est que c'est un pitch de Roland Emmerich. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est comme Verhoeven avec Robocop. C'est-à-dire... Tu prends le pitch de Robocop, ça peut être un AV. Ah oui, clairement. Un flic. Ouais, après, c'est le principe de la série B, ouais. Exactement. Même Les Dents de la Mer, hein, ça peut être de la merde. Oui, voilà. Et pour moi, c'est les meilleurs films, ça. C'est les pitchs où tu te dis, en fait, le pitch, si tu me le racontes, tu fais, Ouais. Mais si tu les donnes à un réalisateur qui a un point de vue, un truc à raconter, ça devient un chef-d'œuvre. Et Pacific Rim, c'est ça, c'est-à-dire qu'il reprend tous les codes du film de catastrophe. Hein. Ouais. Sauf qu'il les détourne. Là, c'est pas l'armée américaine, c'est des mecs qui font un truc dans leur coin de la dernière chance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. Tout le monde s'allie, ça c'est cool. Tu vois. Ça c'est bien, tous les pays s'allient. Ouais. Tous les pays s'allient pour faire ça. Tu vois. C'est cool. Ouais. Ils se réunissent parce que ça a plus trop d'intérêt de se foutre sur la gueule quand. Oui, voilà, quand il y a une menace commune. Exactement. Et voilà, donc il reprend tous ces éléments-là. Alors on va un peu spoiler, donc ce serait bien que vous voyez le film avant de nous écouter si vous l'avez pas vu, parce que ça serait dommage. Et par exemple, à la fin, c'est pas une bombe qu'ils mettent, c'est le robot qui explose. Oui, tu vois. exact. Et tu vois, il y a plein de passages obligés qui détournent un peu, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que le film, c'est... Oui, ça te relance toujours un truc. Exactement, ouais. Et donc voilà. Tu t'attends et en fait, non, c'est pas ça. C'est. En fait, je comprends pourquoi il y a des gens qui... Quand le film il commence... avant de te montrer donc le personnage principal qui s'appelle Riley, c'est ça? Ouais, Riley. Riley, je sais plus. Donc tu as Riley et son frère qui conduisent un robot, parce que la spécificité de Pacific Rim, c'est qu'il faut être deux. Pourquoi ça, c'est l'idée géniale. C'est-à-dire que chaque pilote contrôle un hémisphère du cerveau, et pour pouvoir contrôler le robot, ils appellent ça
là, je sais plus comment on dit en français. Je sais plus, c'est un lien entre les deux, mais j'ai oublié. Enfin bon, bref, avant de pouvoir contrôler le robot, il faut qu'ils mettent leurs pensées en commun, en fait, qu'ils fassent qu'un, en fait, avec leur cerveau, pour pouvoir. Donc chacun voit les souvenirs de l'autre et tout, ils font plus qu'un, tu vois. Ils connaissent un peu leur vie. Voilà, et pour qu'ils puissent réagir instinctivement. Une espèce d'osmose, quoi. Voilà, c'est pas ça le mot, hein. C'est comme si. Vous connaissez tous Dragon Ball Z? Ben, c'est une fusion, en fait. Sauf qu'il y a 2 corps, il n'y a pas qu'un seul corps à la fin. En fait, ils fusionnent un peu mentalement pour pouvoir contrôler le robot. Donc, pas tout le monde. En fait, il faut trouver des mecs compatibles, tu vois. Il faut qu'ils soient bien entre eux. Voilà. Et donc, Riley, le héros, au début du film, donc, il se bat contre un gloumout, on est. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Godzilla, puisqu'il y a un bateau. Il sauve un bateau, on en est. Oui, exactement. Il prend le bateau. C'est vrai. Donc, son frère se fait tuer. Dans un plan absolument génial, à la fin, où tu vois le frère allongé sur le sable, qui est mort, et tu as le plan qui s'élargit. Et tu vois le robot est mort, donc pour lier le. Enfin, voilà, comment tout résumer en un plan. Donc il se retrouve tout seul. Et donc on vient le chercher parce que c'est un des meilleurs pilotes. Parce que justement, quand son frère est mort, il a conduit le robot tout seul jusqu'à la plage. Exact, Et on sait que c'est pratiquement impossible de conduire un robot tout seul, parce que c'est peut-être même dangereux, tout ça, bref. Voilà. Pour l'esprit, tout ça, tu peux... Et donc il se fait recruter pour faire partie de cette équipe. Donc toi, Pacific Rim, qu'est-ce que tu en penses en gros, avant qu'on rentre dans le détail? Moi j'aime beaucoup le film, en fait c'est un film que je peux regarder 50 fois. Après je comprends je le trouve pas parfait. En fait je le trouve parfait à regarder, c'est-à-dire que quand je regarde, j'ai aucun... Maintenant s'il faut le décortiquer, je trouverai des défauts. Mais sinon, non, c'est une claque. Hein. Enfin, pour moi c'est une claque et il a parfaitement fait... on va en parler de la mise en scène, mais la mise en scène des robots et par rapport à l'échelle des robots, tout ça, les mouvements et tout, c'est parfait, quoi. On parlait du point de vue on a parlé du point de vue tout le long de l'émission parce que je pense que c'est fondamental pour faire un film de monstre géant, c'est que comment tu sais qu'il est géant? En mettant un point de vue. Donc, sinon ça ne marche pas. Et dans Pacific Rim, ce qui est génial, c'est que tu as toujours des hélicos, tu as toujours des trucs pour montrer. Et c'est ça qui est malin, c'est ça qui est génial parce que ce qui a été beaucoup reproché au film aussi, c'est le fait que ça se passe de nuit, les combats. Alors déjà, moi, monstre marin géant plus nuit, c'est le truc le plus flippant de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial. C'est énorme. Tu vois. Et donc, ils se battent au large, parce qu'à chaque fois, ils arrivent à savoir quand ils vont sortir. Du coup, avant qu'ils arrivent sur Terre, les robots vont en mer pour qu'ils se battent en mer. Qu'il y ait moins de... Et du coup, il n'y a pas d'éclairage. Non, c'est ça, il n'y a pas d'éclairage. Du coup, il faut faire venir des hélicoptères pour que les robots voient. Et du coup, c'est comment justifier une idée géniale. Et du coup, tu as les hélicoptères, tu as les spots c'est énorme, hélicoptères. C'est génial. Et, tu vois qu'ils sont grands, tu vois. Rien qu'avec cette idée-là, tu vois. Et puis, parce que sinon, tu ne verrais pas. Et puis, ça détourne un peu aussi la facilité. C'est-à-dire que si tu mets des géants dans une ville, tu sais qu'ils sont géants parce qu'il y a les bâtiments. Là, dans l'eau, il n'y a rien. Mais ils n'ont pas de foutre un bateau comme ça qui sort de nulle part. Mais ce qui est cool, c'est que la gestion de l'eau, les vagues et tout, tu vois que les vagues, elles sont petites par rapport à... Mais le fait que quand ils tombent dans l'eau, ça fait des trucs. Ils tombent au ralenti, ça fait des vagues, ça fait des tsunamis. Parce que c'est des ralentis, mais pas des... Enfin, c'est pas un ralenti, c'est pas l'effet... non, c'est la physique. Voilà, c'est quelque chose d'énorme tombe, ça va tomber comme ça. C'est pas un ralenti visuel de caméra ou de montage. Non, c'est vraiment le... Comme ça se passerait en vrai, quoi. Comme on le verrait en vrai. Et ça, c'est génial. Mais d'ailleurs, les coups de poing, les machins. Parce que les coups de poing, pour qu'ils fonctionnent, ils ont une espèce de réacteur sur les coudes. Ça, c'est énorme. Parce que sinon, ça ne marche pas. Non. Un robot qui fait ça va à 2 à l'heure. Ça a toute une mécanique pour justifier. Voilà. Et ça, je voulais en parler justement. C'est le souci, la mécanique du détail chez Del Toro. C'est que Del Toro, même dans ses anciens films, que ce soit Chronos, que ce soit le personnage de Cronen dans les Hellboy, que ce soit dans Labyrinthe de Pan avec le méchant Vidal, il y a toujours il y a des rouages partout. Je ne sais pas si tu as remarqué, des rouages, des roues partout. Del Toro, il a envie de déconstruire pour voir comment ça marche. Tu vois. Oui. Tu vois, il a envie de voir comment ça se passe dedans. C'est pour ça qu'on s'attarde autant au début sur comment ça marche, comment on fait marcher les robots, comment ça fonctionne, tu vois. Comment ils descendent dans la tête avec ils arrivent en bas, comment ça se clipse. Parce que ça, quand tu es petit, que tu regardes Goldorak, c'est aussi important de voir comment il fait pour rentrer dans le robot, ça fait partie de... c'est le truc. Tu as envie d'être à la place du perso. C'est donc, ça. Tu dis comment il a fait pour rentrer dans la tête. Là, il te montre tout. Le souci de la mécanique du détail, il arrive à te montrer tous ces détails-là pendant le... Tu sais, tu n'as pas une scène d'exposition au début ou qui t'explique et tout. C'est pendant le film. C'est ça.
ça coule, mais pendant le film, il t'explique tout, quoi. Ouais. Tu vas avoir un briefing, machin. Tu sais comment marchent les robots. Tu sais comment ils font pour se connecter les personnages. Tu sais tout. Tu sais tout comment ça marche en 30 secondes. Ouais. Et les personnages, genre par exemple, je sais pas moi, les Russes. Tu te souviens d'une ligne de dialogue des Russes? Non, là je peux. Non. Tu les as vus monter dans leur robot? Non, ça me dit rien. Mais pourtant, quand ils sont dehors qui se battent, tu sais que c'est les Russes. Ouais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a plein de détails. La dégaine du robot. Ouais, voilà, la dégaine rouge avec plusieurs bras, tout ça. Exactement. Ouais. En fait, j'avais vu un interview de Del Toro où il disait justement que pour Pacific Rim, son mot d'ordre, c'était la simplicité. Il voulait faire des trucs très simples. Ouais. Tu vois, et autour de ces trucs simples, rajouter plein de détails pour que l'univers fonctionne. Et tu vois, la gestion des couleurs, par exemple. Le fait que la gamine, il y a une héroïne. Je sais pas comment elle s'appelle. Mako. Elle a des mèches bleues. Ouais. Le bleu, c'est le sang des kaijus. Oui. Et quand elle a subi son traumatisme, que ses parents sont morts, elle était à côté d'un cadavre de kaiju, il y avait le sang bleu partout, couverte, tu vois. Voilà. Et dans sa main, elle avait la chaussure rouge. Ouais. Tu vois, donc le rouge, c'est le cœur, en fait, c'est des trucs tout cons. Hein. Ouais. C'est pas recherché, c'est des trucs tout cons. C'est vraiment, c'est des symboliques que tout le monde connaît, tu vois. Ouais. Justement. Oui, la couleur, parce que tout le monde les connaît, que tu comprends que ça marche. Ouais. Et jamais ça, c'est pas dans les dialogues, tu vois. Non, clairement, c'est à l'image. C'est limite. Enfin, je comprends, à la limite, peut-être tu peux même pas le capter la première fois, et c'est vraiment, ça peut marcher dans les autres visions. D'ailleurs, il y a des cinéphiles qui disent ouais, ça va, c'est bon, le rouge c'est l'amour, on le sait. Mais en fait, on s'en fout. Oui, c'est ça. C'est des codes en fait. Quand il fait le film, il te dit pas mon film est génial parce que j'ai mis du rouge pour l'amour. Tu vois ce que c'est pour simplifier un truc. Exactement, c'est ça. Un état d'esprit d'un perso à ce moment-là, ou un truc qui renvoie à un détail plus tard, ou même d'avant. Puis les chaussures, c'est un rapport au conte aussi. Dans les bottes de 7 lieues, la chaussure de Cendrillon. Enfin, tu vois, donc voilà, c'est gavé de détails comme ça qui font que le film, c'est richissime, alors que c'est très simple en fait. Oui, c'est un film. C'est un très bon blockbuster. Comment dire, dans ce que ça propose à la base, un blockbuster, c'est-à-dire, tu vas juste voir un divertissement. Mais voilà, c'est un divertissement super riche, quoi. Enfin, c'est comme il a fait Peter Jackson. Là, franchement, on a choisi les deux films qui collent parce que c'est vouloir faire un spectacle, mais vraiment d'une grande simplicité, ou comme faisait Spielberg avant, parce que c'est un peu les descendants de Spielberg, entre guillemets. Enfin, ça aurait dû l'être, parce que finalement, ils n'ont pas fini dans le blockbuster tant que ça. C'est vrai, On a eu que des conneries de, je sais pas, réalisateurs à la con, là, sur les Marvel. Mais en vrai, ça aurait dû être la relève, quoi. Et avec Sam Raimi. Mais voilà, non, moi, j'adore le film pour ça, parce qu'en fait, c'est le divertissement parfait que tu peux voir gamin comme tu peux voir adulte, en fait. Et comme dans tous les divertissements et dans tous les films de genre, t'as un principe de base, et le principe de base, il est développé et exploité au maximum. Il perd jamais de vue ça, en fait. Quand tu vas à Pacific Rim, c'est pour voir des combats entre les robots et les monstres. Donc, ils te donnent ça, mais autour de ça, ils te construisent des persos. Ils construisent pas mal de persos. Et même, il y a des... Même dans le scénario, il y a des trucs super qui relancent l'intrigue quand ils doivent... Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu aussi, mais je crois qu'ils doivent faire aussi une liaison avec les kaijus à un moment, c'est ça? Pour comprendre... C'est ça. En fait, il y a un des scientifiques qui va voir donc, la personne qui rachète des trucs au marché noir. Donc, qui achète les trucs... genre les os, la chair, la bile et tout. Voilà. Des collections pour faire des drogues et des conneries comme ça. Mais pour les kaijus. Il rachète des trucs, c'est comme ça qu'ils se font financer pour leur expédition. Et en fait, il y a un scientifique qui va le voir parce qu'il veut un cerveau. Il veut trouver un cerveau pour pouvoir se connecter comme un pilote, mais avec ça, c'est génial, pour partager ses pensées et savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. D'où ils viennent. Et je crois que il trouve, je sais pas s'il trouve, non, il trouve la faille grâce à ça. Je sais même plus. En fait, non. En gros, il sait que ça va servir à rien d'envoyer une bombe, que ça va pas passer. Il y a un truc comme ça, que ça va pas passer. Donc, il décide finalement d'envoyer. Je sais plus les détails, mais ils envoient le robot à la fin, tu vois. Exceptionnel cette scène. Non, c'est génial. Après, voilà, moi, j'ai un petit... Voilà, la scène finale d'action, je la trouve en deçà, en fait. D'accord. Parce que vu ce qu'il met à Hong Kong et tout, et puis là, c'est vrai que c'est très sombre. C'est normal, parce que c'est sous l'eau, carrément. Hein. Et je suis juste déçu. Ça, c'est un truc de gamin, hein, mais genre... tu sais, les kaijus, en fait, il y a niveau 4, c'est les petits. Niveau 3, c'est de plus en plus grand. En fait, plus on descend en chiffres, plus ils sont gros. Et là, on te dit, il y a le niveau 1 qui sort, et quand tu sors le niveau 1...
Oui, c'est pas. C'est con, hein, mais bien je sûr, sais pas la dégaine qu'il a, le truc, quoi. En fait, mais voilà, c'est un truc vraiment. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, je l'aime la scène de fin. Ouais, mais c'est cool, vrai hein, que c'est pas la meilleure scène. Voilà. Le problème, c'est que tu as la scène quand. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je connaissais le nom des Gloomwood à l'époque. À un moment donné, il se bat et il sort des ailes. Oui, ça c'est à Hong Kong. Toi, tu vois le film, tu fais, putain, il avait des ailes, merde. Ouais. Il attrape le robot, il le monte dans l'espace, tu vois. Et là, c'est là qu'elle sort l'espèce d'épée. Ouais. Et elle dit le nom de l'épée, Mako. Ça, c'est énorme. Ça, c'est, il coupe le bras et qu'est-ce que tu veux faire après ça? C'est ça. Non, c'est le climax d'une scène qui est déjà un climax en lui-même. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? C'est ça le problème. Ouais. Voilà, enfin. Et ce qui est génial aussi, c'est que le héros et l'héroïne, tu pourrais te dire, ouais, histoire d'amour. Et ça aussi, il le détourne. Parce qu'il prend tu pourrais te dire, dans un Roland Emmerich, ça pourrait être une histoire. Ouais. Mais non, parce que lui, il a perdu un frère. Ouais. Il veut retrouver une sœur, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de baiser à la fin. C'est pour ça que. Non, ils sont potes, tu vois. Voilà, c'est genre, le seul moment où tu te dis, il y a peut-être de la romance, c'est qu'à un moment donné, elle regarde par l'œillet, elle le voit torse nu. Oui, voilà. Ouais. Et elle le regarde un peu torse nu. Mais ça fait franchement, il n'y a rien rien d'autre qui sous-entend ça. Et j'ai trouvé ça cool. Ouais, c'est cool. À la fin, je me disais, il ne faut pas qu'ils s'embrassent, il faut que ce soit des potes, tu vois. Ouais. C'est cool, tu vois. Mais c'est vrai, là, je revois des films des années 90 et tout. À la fin, ils s'embrassent. Je ne sais même pas pourquoi ils s'embrassent. Le plan nichon. Voilà. Il faut pour que le spectateur il applaudisse, tu vois. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ne le font plus trop. Non. Et voilà, il retrouve son frère, enfin, la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Après, bon, oui, c'est sûr qu'il y a énormément de détails. Tout sur la famille, hein, parce que là, lui, il a perdu son frère, il avait une sœur. Elle ne sera pas vraiment sa sœur, mais elle a perdu ses parents. Idriss Elba, c'est son père de substitution. Voilà. Idriss Elba, on en parle un peu ou pas? Le pitch. Il saigne du nez. Ouais. Tu sais qu'il saigne du nez parce que c'est le seul qui a. En fait, il va mourir. Ouais. Ça, il est malade parce qu'il a conduit un robot tout seul. Ouais. Et il a sauvé Mako comme ça, justement. C'est énorme. Hein. Voilà. Alors, là-dessus, sur les persos et tout, c'est vraiment, bien foutu. C'est la grosse claque. Parce que là, je l'ai pas revu depuis un moment et c'est vrai qu'il y a des détails qui m'échappent, mais et malheureusement, il n'a pas pu continuer une suite. D'ailleurs, je te dis, on en parlait, mais la suite, pour moi, c'est le meilleur argument pour montrer que le Del Toro est parfait en réalisation, en tout cas. D'accord. Parce que la suite, les robots, ils courent. Déjà, c'est beaucoup de jours. Parce que ça aussi, ce qu'ils comprennent pas, les gens, enfin, ce qu'ils comprennent pas, là, j'ai l'impression de me la péter, mais quand on dit, c'est de nuit, ouais, mais un effet spécial de nuit, ça marche mieux. Regarde l'Alien, il est ridicule en costume, ou le Predator. Ouais. Mais l'éclairage, c'est ça qui te rend. Parce qu'on dit CGI versus en dur. Mais non, mais si tu filmes bien, les deux, c'est même niveau, tu vois. Si tu fais un bel éclairage, ton effet spécial va être magnifique. Et si tu fais un éclairage dégueulasse, l'alien qui est en dur, il va être ridicule. Ouais, ton Predator, il va être ridicule. Tu as des photos de tournage, tu regardes, tu dis, le mec, il est ridicule. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'un de mes films fondateurs aussi que j'adore, c'est Dans de la mer. Ouais. Et c'est grâce aux Dans de la mer que j'aime les monstres marins, tu vois. Oui. C'est des monstres marins contre des robots géants. Enfin, je veux dire, je sais pas. Mais ce qui est génial, c'est la phrase du début. Ils disent, en parlant des extraterrestres, on regardait vers le ciel et en fait, on se trompait de direction, il fallait regarder de l'autre côté. Comme dans la guerre des mondes. Ouais, voilà. Ça, juste ça renforce vraiment dès le début quand tu es à fond dedans, quoi. C'est la rêverie, quoi. Et ça te permet, quand tu es adulte, justement, de te. Tu vois, parce que moi, l'autre fois, on parlait des films d'horreur, je disais, j'ai plus trop peur et tout, mais. Enfin, c'est pas pour la péter en disant je suis un bonhomme et tout, mais je regrette de plus avoir peur, justement. Ça me manque. Et là, quand je rate ces films-là, j'ai les sensations de quand j'étais gosse. Et le Gypsy Danger, il s'appelle, c'est ça Gypsy Danger. Le fait qu'il en fasse une bombe aussi. C'est le plus vieux robot. C'est l'ancienne génération. Oui, c'est une génération. Et il peut passer parce que son cœur, il a un nucléaire. Le nucléaire, ça fait. Voilà. Oui, il utilise un vieux. Il y a une excuse de merde, tu vois. Mais c'est trop bien. C'est il y a génial. plein de trucs. Ça, j'adore quand ça revient sur les. Putain, il y a d'autres films qu'il faut qu'on parle, mais là, on pourra pas. Mais on va faire un épisode 2, mais. T'as plein de films où ça revient là-dessus sur toujours les origines de quelque chose. Pour la solution, Nope. Tiens, Nope, où c'est pareil, on essaye de revenir à l'origine de quelque chose. En plus, ça parle de cinéma. Et puis, ce qui est génial dans Nope, c'est que t'as un monstre, mais le but des héros, c'est pas de le tuer, c'est de le filmer, tu vois. Ils veulent le filmer. Ouais. Et tout le film tourne autour de ça. C'est pas on va lui tirer dessus, il faut le tuer. Non, il faut le filmer. C'est ça qui est. Et du coup, ça va. Ça, il faudra en parler, mais la thématique de revenir sur un truc ancien, elle y est dans Nope aussi. Et là, ce que tu dis, c'est ça, j'adore. Oui, c'est souvent ça. Genre j'adore. Battlestar Galactica aussi. Les vaisseaux, ils prennent les anciens parce qu'ils ne sont pas détectables par les Cylons et tout. Oui, non, ça revenir. Ça, j'adore ce genre de thématique. Donc voilà, Pacific Rim, gros morceau.
Est-ce que tu as un truc à rajouter sur celui-là? Non. J'aurais peut-être dû le revoir parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'échappent. Après, pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu 4-5 fois. En fait, à part donner des exemples de mise en scène sur le rapport à l'échelle, parce que le film, après, c'est... voilà, le film est formellement réussi grâce à ça, en fait. C'est des trucs tout cons, genre Spielberg, il le fait même quand c'est pas des géants, tu vois. L'espèce de point de vue, c'est-à-dire que quand tu regardes E.T., à chaque fois, genre les adultes sont filmés à la ceinture, tu vois. Ah oui. C'est à hauteur d'enfant. Toujours à hauteur. Enfin voilà, tu vois, Oui, c'est des trucs de mise en scène, mais il faut arriver à le respecter tout le long, voilà. Et toujours avoir ça en tête, quoi. Le respecter au bon moment, tu vois. Parce que si tu vas filmer tout le film des adultes, c'est con, tu vois. Non, mais quand il faut, quand le gamin il a peur, quand il cherche l'alien et tout, il le fait, tu vois. Et le point de vue, il est fondamental, tu as raison. Surtout sur ce style de film. Et ça, dans Pacific Rim. Même tu vois, par exemple, à un moment donné, il y a un truc génial où il y a un robot qui marche plus, je sais plus pourquoi, il tombe en panne, je sais pas quoi, et les mecs ils sortent, ils se mettent sur l'épaule. Ça aussi, c'est énorme. Tu vois les parce qu'à chaque fois tu vois les pilotes dans les cabines et tu vois les robots dehors, mais tu les vois jamais tous les deux dans l'action. Et là, au moins il le fait une fois. Il le fait, tu comprends que c'est ça. C'est ce qu'on disait dans exploiter un maximum. C'est ça. Et là tu te dis putain, concept scénaristique mais visuel. C'est des merdes là, au milieu de l'océan sur l'épaule. Ah oui, s'ils n'ont pas le robot, ils sont lâchés comme ça. C'est de la merde, tu vois. Après, en kamikaze, Et après, il y a moi j'appelle ça les images d'Épinal, c'est-à-dire les trucs que si le film est pas bien, c'est too much, tu vois. Genre quand il se bat et qu'il y en a un qui apparaît derrière au ralenti ou qui sort de l'eau, le plan, mais c'est... Ah ouais, non, c'est fabuleux. Et en fait, comme tu dis, il le place tout ça, c'est au bon moment, quoi. On dirait qu'il sait à quel moment tu vas être à tel degré d'émotion pour te placer l'autre machin derrière qui arrive et que non seulement c'est pas trop lourd, mais c'est rythmé de fou. Comme on parlait tout à l'heure des ailes, ils apparaissent au bon moment, les ailes. Tu te dis, c'est bon, ils ont gagné, là, il va le défoncer. Ouais, c'est ça. Puis là, d'un coup, il y a deux ailes qui sortent, tu fais, oh putain, ils sont dans la merde. Et là, tu te dis, attends, mais comment on va faire maintenant? Ah, bah tiens, l'épée. Parce qu'il y en a, ils disent, pourquoi elle sort pas l'épée avant? Bah, elle n'en avait pas besoin avant, elle se battait. Pourquoi elle fait pas Kamehameha au début du combat, Sangoku? Voilà, comme ça, il gagne de suite. Ça m'énerve, ça. Ah, je veux dire, c'est bon, elle en a eu besoin à ce moment-là parce qu'elle devait couper le bras, c'est tout. Avant, après, tu peux te dire. Si tu as envie si tu poses ces questions, tu peux y répondre. Tu rates pas le film. Parce que ça demande trop d'énergie, elle peut le faire qu'une fois par combat. Oui, voilà, bien sûr. Et voilà, il fallait le faire au moment. C'est ça. Voilà, c'est tout, c'est bon. Casse les couilles. Le drift, voilà. Quand il voyage, le drift, oh putain. C'est le drift. C'est ça, Tu vois, je t'ai dit, quand j'y pense pas, ça me revient. Putain, j'avais zappé complet. Non, mais putain, j'ai pas pensé à le revoir. J'ai revu quelques films, mais pas celui-là. Je pensais l'avoir bien en tête. Donc, oui, pour rappeler aux auditeurs, le drift, c'est quand ils se connectent, quand leur cerveau se connecte, quand ils partagent leurs souvenirs et tout pour pouvoir piloter leur esprit. Donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Pacific Rim? Non. Mais écoute, on peut boucler sur Pacific Rim, mais écoutez, allez le voir si vous l'avez pas vu, revoyez-le si vous l'avez vu. Ouais, voilà, après. Voilà, donc après, moi je pensais à, je sais pas si c'est vraiment hors sujet parce que je pensais à ça dernièrement, le film La Mouche. Donc c'est un film de monstre. La mouche, elle est géante par rapport aux vraies mouches, donc on peut dire que c'est un monstre géant. C'est pas faux, c'est vrai que j'avais pas pensé, parce que j'aurais pas mis, mais c'est vrai que dit comme ça. Non, mais c'est pas du tout le style. Non, mais oui, parce que nous on dit par rapport aux humains, mais. Non, parce qu'en fait. J'ai une liste. Non, c'est juste que. On n'a qu'à dire qu'on est parti dans les recos. Ouais, vas-y, voilà, bien sûr. Voilà, recos. Non, parce que je suis retombé sur la scène finale sur YouTube. Et il faut que je revoie le film parce que je le connais par cœur. C'est juste que quand je l'ai vu, ça m'a retenu. Donc La Mouche, si vous avez jamais vu La Mouche de David Cronenberg, qui est un chef-d'œuvre absolument énorme, c'est l'histoire d'un scientifique qui essaye de mettre en place la téléportation, qui essaie d'inventer la téléportation. Il y arrive. Donc en fait, tu te téléportes d'un espèce de tripode, ils appellent ça des tripodes, je sais pas, une espèce de sas, je crois que c'est des tripodes. Je sais pas les termes là. Voilà. Tu rentres dans un tripode et tu réapparais dans l'autre à 3 mètres. Donc il arrive. Sauf qu'il teste sur lui et il a sans faire gaffe. Quand il rentre, il y a une mouche qui rentre. Et en fait, quand il se téléporte de l'autre côté, le tripode a mélangé l'ADN. Il a fusionné avec. Et petit à petit, il est en train de se transformer en mouche. Donc c'est un film sur la maladie, en fait, sur la dégénérescence, que ce soit mentale ou physique. Et donc c'est un film qu'il a fait quand son père avait un cancer. Donc c'est un film sur la maladie qui est absolument énorme. Tu as toutes les étapes et quand tu commences à plus te reconnaître physiquement, quand tu commences à en vouloir à tout le monde alors qu'ils sont pour rien, en fait, il passe vraiment par toutes les étapes. C'est ce qui est très fort, c'est que petit à petit il se transforme en mouche et il devient méchant.
Il dit à sa copine, elle dit je préfère que tu viennes plus parce que la politique chez les insectes c'est comme ça, c'est-à-dire que je vais te manger. Ouais. Donc ne viens plus, tu vois. Ça, déjà c'est déchirant parce que c'est un couple, ils étaient amoureux et tout. C'est ça, c'est l'amour impossible. À la fin, la mouche, je peux raconter quand même. Oui, je pense que la mouche. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais bon, même si je vous raconte la fin, ça va pas. Il essaye de l'entraîner avec. Il essaie d'entraîner la femme avec lui dans le tripode et de se mélanger avec elle. Sauf qu'elle, elle arrive à s'échapper. Par une bidouille, je me rappelle plus exactement comment. Elle fait en sorte que quand il se téléporte, mais il se mélange avec le tripode. Ah oui. Donc quand il arrive de l'autre côté, il sort et c'est une espèce de mélange, lui, avec un mélange mécanique organique à la Giger, là, tu vois. Trop bien. Et il rampe comme ça vers elle. Et son dernier sursaut d'humanité, c'est qu'elle elle pointe le fusil vers lui. Donc c'est une musique de Howard Shore, une musique chef-d'œuvre absolu. La musique, c'était à l'époque où les musiques étaient encore rien que la musique, t'as les frissons, quoi. Aussi parfaite que. Elle s'approche de lui avec le fusil et elle a pas le courage de le tuer. Et tu as lui qui prend le fusil comme ça et qui le met sur sa tête, genre faut que tu m'achèves. Vas-y, achève-moi. Ouais. Quand j'étais petit, que j'ai vu ce film, j'avais 8 ans, je me rappelle. Ouais, parce qu'il passait, je fais une petite parenthèse, il passait sur France 3. Oui, ça passait sur France 3, ouais. À 20h. C'était très très violent, hein. C'était très violent. Et nos parents à l'époque, ils n'avaient pas ils nous laissaient regarder des trucs comme ça, tu vois. Traumatisé, quoi. Et mon père, il me disait, quand on regardait le film, il me dit, mais c'est pas la peine d'avoir peur, il est gentil en fait, le monsieur. Et moi, quand tu as 8 ans, je voulais regarder, ça me passionnait, tu vois, mais j'avais quand même peur, tu vois. Et à la fin, quand j'ai vu ça, j'étais triste. Mais quand tu es petit, tu comprends pas les émotions comme ça. Il dit, c'est triste, papa. Il dit, oui, c'est triste. C'est la première fois que ça me faisait ça devant un film comme ça. Et devant Elephant Man, ça m'avait fait la même chose aussi. Ça me faisait peur parce que je comprenais pas. Je devais avoir 7-8 ans aussi, le même âge, tu vois. Je comprenais pas. Et en fait, quand il devient méchant avec lui, qu'il jette des trucs, ça me mettait dans une tristesse absolue, tu vois. Ouais. C'est la première fois que je regardais un film d'horreur et que le monstre me faisait de la peine. Ouais. Et après, il y a plein de films comme ça, mais c'était la première fois. C'est ce qu'il y a eu après avec King Kong. Et voilà. Donc ce film m'a marqué pour ça. Et après, quand j'ai revu plus tard, j'ai compris le sous-texte de la maladie et tout. Et c'est encore plus puissant. Ce film est un chef-d'œuvre absolu. Il faut vraiment le voir, quoi. Non, mais c'est parce que tu parles de la maladie et tout, mais c'est pour ça qu'on aime le cinéma fantastique et d'horreur et tout, c'est que ça prend un sujet réaliste et puis ça le détourne. Mais c'est beaucoup. Enfin, je veux pas dire c'est beaucoup mieux parce qu'il y a des films que j'adore qui sont réalistes où ça va traiter de la maladie par la maladie, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça que j'adore le film de genre, c'est parce que il va te prendre un sujet qu'on peut traiter aussi la maladie, par exemple. Ouais. Voilà. Mais il va te le mettre avec des monstres, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le truc, c'est cool parce que tu peux décupler les effets. Donc Marocco, c'était La Mouche. Ça va. Bah moi, j'ai juste une liste vite fait de films de gros monstres. Parce que je disais, il faudrait faire un épisode 2, mais on n'a pas parlé d'une saga qui est, je sais pas si tu connais, c'est Jurassic Park. Je vois pas ce que c'est. Non, tu vois pas. Bon, non. C'est un film de monstres, de monstres géants. D'accord. Et il y a ça. Alors moi, j'ai revu Un cri dans l'océan avec un poulpe géant dans. Ouais, sympa. Il est sympa. Ron Howard, il a fait. Merde. Stephen Sommers. Ah, c'est Stephen Sommers. Ouais. Ah, je confonds, attends. Non, toi, tu confonds avec la baleine, là. Ouais. Je sais plus c'est quoi. Moby Dick. Ouais, mais c'est pas un genre de titre comme ça Oui, c'est Au cœur de l'océan. Au cœur de l'océan. Au cœur de l'océan. Non, alors Un cri dans l'océan, Un cri dans l'océan, Stephen Sommers, c'est un. Je l'ai pas vu. Avec Treat Williams, c'est un poulpe géant qui prend possession d'un bateau de croisière. Et tu as des terroristes qui arrivent dans ce bateau. Voilà. Parce que tu as les méchants, mais tu as le pilote qui est gentil. Tu as quand même des persos gentils, attention. Et ils arrivent et le bateau est vide. Ok, sympathique. Après, tu as 2 found footage, c'est Trollhunter et Cloverfield. Ouais, donc j'ai vu les deux, ouais. Bon, moi à revoir, mais ça reste sympa. Tu as 2 films, 2 chefs-d'œuvre. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est Nope. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire un épisode 2 et un autre, c'est The Host. Ah putain, c'est vrai. Je dirais, il faut faire un épisode 2 plus tard, dans 10 ans. Mais tu as un autre film qui est plus, alors je sais pas si tu vas m'aiguiller, Colossal. C'est un peu plus un film. Alors là, pour le coup, il y a un rapport. Colossal, c'est pas la femme Anna Thaoué, ouais. Ah oui, je l'ai vu. Il est sympa celui-là. Voilà, c'est pas un film de destruction, mais il y a un rapport où le monstre, comme Godzilla, il a, comment dire, il y a un contexte et il y a un propos, voilà. Oui, je me rappelle plus comment exactement dans le film, mais en gros, elle contrôle le monstre. C'est ça. En fait, il y a un kaiju, elle est aux États-Unis, un kaiju en Corée, et donc en regardant les infos et tout, elle se rend compte que tout ce qu'elle fait, le kaiju le fait aussi, les mouvements, tout ça. Donc il y a un rapport d'esprit, voilà, c'est pas un film de destruction ou quoi, mais il y a quand même
une justification sur la créature. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a... c'est le dernier, je vais parler, c'est Le règne du feu, avec des dragons. Ah oui, je sais pas sans plus. Ouais, moi j'adore. Ouais. Christian Bale, Matthew McConaughey. C'était en 2002, donc on se rend pas compte quand même. Christian Bale et Matthew McConaughey dans le film, maintenant c'est De Niro Pacino, quoi. Ouais. C'est quand même du lourd, et j'adore parce que c'est un film de dragons, post-apo, en Angleterre, Heroic Fantasy, parce qu'il y a des dragons et qu'il y a une imagerie Heroic Fantasy, et de Seconde Guerre mondiale aussi. Ça mélange ces trois visuels. Ouais. Et ça, je trouve... Alors, il y a quand même un côté cheap. Je pense que ça manque de budget. Mais juste pour ça, je trouve ça en voit avec Matthew McConaughey en Kratos, mais avant l'heure. Ouais. Rasé. Ouais, voilà, avec la barbe et tout. Et... Donc celui-là, c'est mon petit chouchou de la liste. Et voilà, après, c'est tout. Je pense qu'on n'a pas fait le tour, justement, mais... Voilà, après, bon, on parle pas des Godzilla que j'ai pas vu japonais. Et c'est vrai que c'est très... Il y a beaucoup de films américains, parce qu'il faut toujours des budgets de fou, en fait. Hein, donc, Après, il y a des films d'animation aussi. Oui. Chasseur de monstres, un film français d'animation qui est cool. Je l'ai pas vu. Ah oui, je l'ai vu, oui, tu me l'avais prêté. Oui, je l'ai vu, c'était cool. Ouais. Ben, merci, Stéphane. Je pense qu'on peut arrêter là. 2 heures de podcast, les gens ne sont pas restés jusqu'au bout, à mon avis. Non, mais là, vous aurez un peu le... En fait, quand on a décidé de faire des podcasts, on s'était dit que c'était cool de faire des podcasts justement comme ça, c'est-à-dire en mode discussion. Ouais, voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça donne envie à d'autres gens de regarder les films. C'est ça, on donne nos pistes, ce qu'on pense qui est intéressant dans les films. C'est ça, parce que si on parle... Après, je dis pas que je suis capable de parler 2 heures d'un film. Hein, non. Mais est-ce que ça aurait un intérêt tu vois, là, moi, je pense que l'intérêt, c'est surtout de... Là, c'est un genre, donc faire le tour du genre. Voilà, discuter ce qui est... Voilà, puis voilà, ne pas... en fait, nous, ce qu'on veut pas faire, c'est rentrer un peu trop dans le mode Wikipédia, genre vous raconter pourquoi ils ont fait ce film avec tant de budget à l'époque. Ça, tu peux aller sur Internet. Bon, il y en a très bien qui... Il y a des podcasts qui font très bien, déjà. Super, d'ailleurs, il y a un podcast sur Godzilla. Je l'ai pas écouté, mais bon, ça doit être trouvable facilement en tapant Godzilla. Un podcast français, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais. Surtout de la saga. Vraiment calé sur la saga japonaise. Et voilà, il y en a qui le font mieux. Ou alors tu vas sur Wikipédia, ou tu vas sur YouTube, il y a des documentaires, les bonus des films, etc. Oui, donc là, c'est... Voilà. Après, on essaie de pas trop rentrer dans l'analyse, le détail. On pourrait le faire, ça, sur certains épisodes. On pourrait, faire des analyses. Il faudrait choisir un film sur un film. Revoir les films bien, comme il faut. Et voilà, donc là, il y aura sûrement pas mal d'épisodes sur ça, où on parle un peu d'un genre, de pourquoi on l'aime, comment on l'a découvert, quand on vous donne un peu quelques films. On s'arrêtera sur 2-3 films qu'on pense fondateurs du genre, comme on a fait là. Ouais. Et voilà, donc on trouve ça cool. À plus tout le monde. Au revoir.